Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Gaëtan. Gaëtan, bienvenue déjà, comment ça va? Ben, merci Julien, ça va super bien. Merci de me recevoir. C'est toujours cool de Avec pouvoir plaisir, échanger hein. avec toi. C'est vrai qu'on a fait un podcast en anglais, tu as fait un podcast avec un de mes associés sur le sujet des agences, toujours autour des ads et des funnels, mais maintenant on va parler des ads, des funnels et du paid marketing, mais pour SaaS B2B. Je suis content de te recevoir du coup. Pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, tu peux te présenter en quelques phrases, assez simplement. Moi je m'appelle Gaëtan, je vis au Canada maintenant. Je suis le CMO de Superhot. Donc Superhot c'est un outil SaaS B2B justement qui permet d'aider les loueurs en courte durée et les conciergeries. Et du coup on est full bootstrap. Aujourd'hui on fait un ARR à 7 chiffres, donc ça a bien décollé. Et on a majoritairement scalé ça grâce au paydage justement. Donc ça me permettra de vous partager un petit peu ce qu'on a appris, les erreurs qu'on a pu faire et les trucs qui ont bien marché pour que vous puissiez vous en inspirer et vous aider. Je suis vraiment content de faire ce petit podcast avec toi parce que moi, ça fait plusieurs mois que j'ai décidé de focus sur le paid marketing et de vraiment devenir une brute dessus. Et je pense que tu es l'une des personnes qui m'a le plus partagé de bons tips, de bonnes pratiques, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir pas mal de valeur sur ce petit podcast, sur cette petite édition. Il y a pas mal de sujets qu'on peut aborder ensemble. Le sujet du paid marketing, c'est très, très large, très vague. Donc, on va essayer de centraliser ça un peu sur du paid media, du paid advertising et focus du coup sur les B2B SaaS. Donc on pourra parler des différentes unités économiques, des funnels, des créatives, de tout ce qu'on ne voit pas forcément le tracking, les attributions, les optimisations. Donc c'est un peu le sujet de cet épisode et de cette édition. Je suis très chaud de commencer un peu en freestyle, d'échanger un peu sur le paid advertising. Déjà comprendre un peu c'est quoi ton expérience sur ce domaine, comment tu es venu à faire du paid. Déjà pour commencer, comment j'en suis venu au paid. Le premier truc c'est que avant d'avoir un SaaS, j'ai eu une agence. Au début je créais des sites internet en fait pour des entreprises locales, tu vois, surtout des entreprises de services. Et puis ils étaient contents, mais ils me disaient écoute c'est sympa, mais maintenant que j'ai un site il y a personne qui va dessus, donc il faudrait trouver des solutions parce que il m'a coûté 2000 € le site et il sert à rien quoi. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au marketing et en particulier au paid advertising. Pourquoi le paid advertising? Parce que ça a ses avantages, ses inconvénients, on pourra en parler, comment les contrebalancer, mais bien que ce soit payant, c'est la manière la plus rapide de tester des choses et de générer du trafic. C'est qu'à partir du moment où tu es prêt à mettre de l'argent sur la table, tu as un boulevard qui est là pour toi. Alors après, il faut l'optimiser pour qu'il soit rentable, mais ça te permet de tester les choses rapidement et de générer du trafic rapidement. Donc j'ai commencé à m'intéresser à Facebook Ads maintenant, au début c'était il y a peut-être 12, 13, même 14 ans maintenant. À commencer à m'intéresser à Facebook Ads et au paid advertising, à me former surtout aux États-Unis. J'ai continué à le faire aussi continuellement par la suite, mais à commencer à me former là-dessus. Donc j'ai pas mal appris. Et en fait, à l'époque, quand j'avais mon agence, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle David Laroche, qui est maintenant assez connu en France, qui est un coach de développement personnel et business. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec lui. J'ai travaillé avec lui pendant 7 ans. Et là, j'ai eu vraiment un boulevard en fait pour tester mes compétences et en fait me développer et avoir un terrain de jeu sur lequel m'amuser en fait. J'ai appris beaucoup de choses aussi au niveau des sales funnels, la création des de valeur, enfin voilà, tout un tas de choses qu'on pourrait aborder et comment rentabiliser des ads justement et comment faire en sorte qu'elles soient scalables et que en fait pouvoir générer du trafic qui est rentable et scalable. Et c'est pour ça que j'adore le paid advertising, c'est que si c'est bien fait, on peut générer de la valeur assez rapidement pour un business et le faire de manière continue en fait dans le temps et de manière assez justement scalable et répétable. Donc c'est pour ça que j'en suis venu au paid advertising. Après ça, je me suis intéressé à d'autres régies qui sont intéressantes pour des business B2B et en particulier pour des SaaS. Notamment YouTube Ads, Google Ads, voilà tout ce qui est suite Meta Ads avec Facebook, Instagram et autres. Et j'ai continué comme ça. Je me suis rendu compte, ayant une vue un peu globale par la suite sur tout le funnel et pas que le paid advertising, je me suis rendu compte qu'au début de ma carrière, je faisais une erreur qu'après j'ai essayé de corriger, qui était de trop focus en fait sur l'optimisation des ads. Tu vois, généralement le targeting, tu vois, des trucs un peu pointus sur la plateforme en elle-même, la régie. Alors qu'en fait, si t'as pas toutes les bonnes unités économiques derrière, le bon funnel derrière, t'auras beau faire ce que tu veux, essayer d'avoir un super targeting
d'ailleurs des fois qui est trop qui est suroptimisé en fait, mais bon, on pourra en parler aussi, que ça marchera pas en fait. L'important quand t'as un SaaS ou n'importe quel business en fait, c'est d'avoir les bonnes unités économiques en place, le bon business model, les bons funnels qui te permettent en fait d'envoyer du trafic qui certes va te coûter de l'argent, mais derrière le rentabiliser. Et si tu veux, pour t'illustrer, si tu veux refocus un peu sur le SaaS B2B, j'avais préparé un petit miro pour te montrer un petit peu ce que j'avais en tête et ce vers quoi en tout cas on essaye d'aller avec Superhot au plus possible pour justement rentabiliser ces ads. Alors je vais te partager mon écran. Si je refocus maintenant plus sur les SaaS et ce que j'ai appris au fil du temps, justement de mon expérience avec David Laroche et différents infopreneurs et aussi des SaaS B2B, c'est qu'ils font les choses bien différemment la plupart des SaaS B2B classiques. Et du coup, ce que j'en ai tiré, c'est que la plupart des SaaS B2B, ils lèvent de l'argent. Donc, ils lèvent de l'argent pourquoi ? Parce qu'ils ont un besoin en financement important, soit des fois parce qu'ils font de la deep tech ou des choses comme ça, mais bien souvent, c'est parce qu'ils veulent recruter en masse et aussi parce qu'ils veulent financer des campagnes de paid ads pour faire du bruit. Et pourquoi ils ont besoin de financement externe ? C'est parce qu'ils rentabilisent pas leurs ads assez rapidement. C'est-à-dire qu'ils vont souvent envoyer des ads sur un free trial qui lui-même va générer du MRR, mais en fait, ils ont un coût par acquisition peut-être, 500 balles ou 1000 balles par user. Donc, le temps de rembourser ce MRR, à condition qu'ils aient un churn qui est correct, il va leur falloir beaucoup de temps pour rentabiliser ces investissements en paid advertising. Du coup, ça, c'est problématique parce que tu as un besoin de fonds de roulement qui se crée énorme, donc tu dois aller chercher des financements externes justement, et en plus, tu n'es même pas sûr de rentabiliser tes ads à long terme parce que souvent quand tu lances un SaaS, tu n'as aucune idée de ta LTV au début, tu sais pas comment tu vas maîtriser ton churn, tu sais même pas quel est ton taux de churn parce que tu n'as pas encore eu assez un nombre de users suffisant pour avoir quelque chose de statistiquement viable. Enfin bref, tu as beaucoup de flou, tu prends des risques et en plus, c'est pas rentable. En tout cas, pas rentable à court terme. Donc tu veux dire qu'il le voit un peu en mode silo. La majorité des SaaS un peu B2B qui commencent à se lancer dans les ads, dans le paid, eux ils se disent voilà, il faut mettre du budget sur les ads, on va faire ça. un funnel Voilà, c'est un canal classique, d'acquisition, j'ai besoin d'investir dedans. Tout le monde fait ça de toute façon, donc c'est un moyen de capter de l'attention, je vais envoyer de l'argent dessus. En gros, c'est un peu ça qui est. C'est vrai que moi j'ai remarqué ça et c'est même ce qu'on voit sur du contenu YouTube ou LinkedIn. Souvent les experts en paid marketing en ads ne parlent que d'une régie, que d'un type de funnel, que de setup technique et d'optimisation, mais ne parlent pas d'une vision plus 360 et méta qui est bien des fois d'avoir pour comprendre comment il y a des effets composés d'un funnel à un autre, d'une pratique qui n'est peut-être pas paid à une pratique paid. Et donc, je te rejoins sur ça, c'est intéressant. C'est ça. Et puis aussi, il faut savoir aussi l'incentive qu'il y a derrière, c'est que souvent quand, alors soit tu crées du contenu ou alors tu as une agence, etc. C'est ton objectif aussi de convaincre ta cible que ta régie, ton média ou ce que tu veux est le plus performant possible et que c'est ça qui va résoudre tous tes problèmes. Alors qu'en soi, comme tu dis, c'est plus une approche 360 qui nous a vraiment permis de créer de la valeur. Et du coup, je voulais te faire le parallèle un peu avec un funnel, du coup, on le voit même visuellement qui est beaucoup plus complet, qui nous on s'est inspiré aussi d'autres SaaS, tu vois, aux États-Unis comme ClickFunnels ou autres, qui sont des SaaS bootstrap, qui ont généré un MRR colossal en fait, une communauté qui les suit, un produit qui est fantastique pour générer de la valeur pour Superhot et créer notre user base en fait. Avant que tu digues à l'intérieur, tu m'as parlé un peu de ton background à la fois en agence, à la fois en support de David Laroche, du coup, qui, si je me trompe pas, c'est un peu un formateur / infopreneur. Dans quel sens ça t'a aidé à développer ces funnels-là, de travailler pour justement des funnels d'infopreneurs, etc. J'ai travaillé avec David, puis après aussi d'autres entrepreneurs. Alors, il y avait ma clientèle cible, c'était quand même une clientèle où tu pouvais générer pas mal de LTV. Et du coup, tu avais un business model qui te permettait de faire justement un escalade de valeur avec plusieurs types de produits qui te permettaient de créer de la LTV à long terme. Et du coup, ce que ça m'a appris, c'est qu'effectivement, la façon de penser la chose, déjà, quand tu as un business comme ça, généralement, tu lèves pas d'argent, donc tu peux pas cramer de l'argent n'importe comment, quoi. Il faut être rentable et être rentable vite. Donc, il faut que tu puisses rentabiliser des ads rapidement et que ce soit une vision à la fois long terme et 360. C'est que en fait, par exemple, tu as des opportunités qui se créent du fait d'avoir une approche multicanal. Tu vas pouvoir, par exemple, créer des audiences de retargeting sur tes vues YouTube, par exemple. Et ça va être tes campagnes les plus rentables, tu vois, parce que tu as quelqu'un qui a regardé 300 de tes vidéos, il y a plus de chances qu'il clique sur ton ads quand il te voit en pré-roll sur YouTube et qu'il aille sur ton lead magnet, tu vois. Si tu as un funnel de cold outreach
où en fait tu as déjà contacté la personne sur LinkedIn, tu lui as parlé 2-3 fois, tu as échangé par email et en plus tu fais du contenu, elle a vu ta vidéo sur YouTube, elle a écouté ton podcast No Pain No Gain et après tu la target avec une pub Facebook et une pub YouTube derrière. Tu vois bien que tout ça s'entrelace. Alors après ça demande aussi une attribution qui est fine, on pourra en parler avec Eros notamment qui permet ça, mais tout ça s'entrelace et ça te permet d'avoir des opportunités à la fois de retargeting et de touchpoint avec ton client qui sont énormes en fait. Bien plus que justement de t'isoler, comme tu disais tout à l'heure, t'isoles en CEO ton truc où tu dis bon ben moi je vais faire que des pubs sur Instagram. Bon ça te fait un touchpoint mais t'es quand même vite limité. Que ce soit en possibilité de retargeting, de LLA derrière, ou enfin lookalike audience, de touchpoint avec ton avatar. Tu me disais tu t'es inspiré de compagnies et de formations aux US. Ouais. Est-ce que tu peux me partager justement des recommandations et des sources d'inspiration? Déjà au niveau, alors spécifiquement SaaS, déjà tu as ClickFunnels qui pour moi nous incarne bien ça parce qu'en fait déjà Russell Brunson c'est un peu le papa des funnels modernes, donc du coup il était à la base sur ce segment-là et il a vraiment appliqué les choses de manière à pouvoir bootstrapper ClickFunnels et à le scaler à un niveau assez astronomique parce qu'aujourd'hui c'est une licorne quoi. Enfin, ils sont valorisés à plus d'1 milliard et en full bootstrap. Et comment il a fait, c'est que si tu regardes en fait au début ClickFunnels, alors maintenant ça date, mais au début il a testé justement tout ce qui est free trial et compagnie, mais ça marchait pas bien. Donc il a vendu par exemple des formations en front-end via un webinar dans lequel tu avais un essai à ClickFunnels pendant 6 mois ou 12 mois, je me souviens plus. Donc ça a deux effets. Déjà, ça te forme sur le logiciel, donc tu as un taux d'activation qui est plus élevé, mais en plus tu rentabilises tes ads avec un produit qui à l'époque avait pas une aussi haute valeur perçue que la connaissance qu'il partageait dans ses formations, et du coup qui vendait beaucoup plus cher. Alors plutôt que se contenter d'un MRR où il aurait fait 97 € et peut-être un gars qui churn parce qu'il comprend rien à comment ça marche, il vend une formation à 2000 balles ou à 1000 balles par exemple, avec un accompagnement pour t'apprendre à faire des funnels. Et donc tu viens de dépenser 1000 $, au bout de 6 mois tu vas récurre sur un truc qui est entre 97 et 197 $. Et en fait il a tout optimisé, c'est-à-dire qu'il a optimisé son acquisition parce qu'il day one il est rentable. Il a optimisé son activation parce que à travers sa formation il t'explique comment fonctionne le logiciel et comment l'utiliser pour en tirer le meilleur parti et que tu en retires le plus de valeur possible. Donc tu mets en place ça, tu obtiens de la valeur, donc tu continues d'utiliser son software, donc derrière tu churnes pas et il a créé une machine comme ça qui te permet de rentabiliser le truc. Et moi quand j'ai vu ça appliqué à ça, je me suis dit on peut l'appliquer à d'autres choses. Et voilà. Après dans tout ce qui est formateur, au prix qu'il me suis formé, moi il y a beaucoup de gens, t'as Dan Kennedy déjà, t'as un peu tous les copywriters old school, Eugene Schwartz et compagnie. Tu vas avoir Alex Baker, bon maintenant il fait plus de formation depuis qu'il fait Eros, mais Alex Baker il était bon aussi en advertising et tout ça. On mettra toutes ces références en bio pour développer si ça vous intéresse, mais effectivement c'est que des très bonnes références. Et je pense qu'il y a un point qui est important aussi, c'est que le fait de les prendre un peu de hauteur et de ne plus penser aux ads et aux paid en silo, c'est aussi de se dire, en fait, il peut y avoir plusieurs types de clients. Il peut y avoir un client qui est dans une phase de nurturing pour entrer dans mon funnel et consommer mon produit. Il peut y avoir un client qui a consommé mon produit, mais il peut y avoir plusieurs types de produits. Il peut y avoir un produit d'appel, il peut y avoir un produit basique, il peut y avoir de l'upsell derrière. Et en fait, prendre de la hauteur et sortir du silo, c'est aussi se dire, ok, j'ai cette audience qui peut être intéressée par ma startup, mon entreprise, etc. Mais accepter qu'il y a différentes catégories clients et qu'à ces différentes catégories clients, on peut leur vendre quelque chose dans l'instant T. Et en leur vendant quelque chose dans l'instant T, on se donne plus de chances de leur vendre quelque chose d'autre dans le futur. Je sais pas si c'est assez clair, mais c'est sortir de cette vision de ok, j'ai ce mec-là que je veux convertir en client et il y a que ce scénario-là. Non, il y a plein d'autres scénarios où il y a ce mec-là que tu essaies de convertir en client, mais ça fonctionne pas. Tu peux au moins le convertir sur un mec qui a entendu parler de toi et comprend la valeur que tu apportes. À un mec que va entendre parler de toi, comprend la valeur que tu vas leur plus va vouloir tester tes autres produits, etc. Et en fait, c'est vraiment sortir du cadre de il y a un début, il y a une fin. C'est beaucoup plus complexe et chaotique que ça, quoi. Il va être à différents stades au niveau du funnel, à différents stades d'awareness. Tu peux utiliser le paid ads aussi à tous ces stades-là. On pourra en parler parce que souvent on l'utilise en tant qu'activation, le paid ads, mais en fait, on peut aller plus loin. On peut aussi l'utiliser lors de l'activation. On peut l'utiliser pour de la rétention avec de la social proof. Enfin voilà, il y a pas mal de choses dont on pourra parler. Et pour illustrer, je pense que le mieux, c'est de vous expliquer un petit peu ce schéma-là. Donc, on va partir déjà du paid ads.
et après vous expliquer comment c'est connecté, tout est interconnecté en fait. Donc si je pars du paid ads, souvent quand on va être média buyer ou marketeur, on va dire ok, faut que je génère du trafic, donc je vais prendre une régie, admettons Facebook Ads, et je vais l'envoyer, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de ça, ils vont l'envoyer sur du free trial ou du LinkedIn Ads ou autre, vers du free trial pour essayer de générer du MRR. Nous, comment on a abordé le truc, c'est que déjà, comme tu disais tout à l'heure, et ça les média buyers le font aussi pas mal, mais c'est qu'ils vont diviser leur paid ads en fonction de différents endroits dans le funnel. Donc souvent on appelle ça TOF, MOF, BOF ou top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Il y en a d'autres qui vont dire le funnel art. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut représenter, mais globalement on essaie de diviser les stades d'awareness d'un client et appliquer des paid ads différentes à ce niveau-là. Pourquoi il faut pas entre guillemets, considérer juste la régie et puis essayer d'envoyer sur un funnel hyper simple comme ça de free trial, c'est qu'en fait, comme tu disais, on va être à différents niveaux d'awareness et on va être différents moyens de rentabiliser les pubs. Si je prends juste déjà tout ce qui est acquisition et on va dire prise d'awareness en fait tout en haut du funnel, si on combine tous ces schémas-là, donc générer du content, donc en plus de tester plusieurs régies, je génère du content sur YouTube, sur LinkedIn, mes podcasts, etc. Je fais du call outreach par email, par DM, des cold call, prospecting, etc. Je vais faire des layers comme ça d'acquisition où en fait la personne, comme je disais tout à l'heure, va peut-être avoir vu une vidéo YouTube de moi, elle va avoir passé 3 ads vers moi, de moi qui vont envoyer vers un lead magnet, elle va peut-être avoir une ad qui envoie vers un webinar, un autre qui envoie vers ma newsletter, un autre qui envoie directement sur mon SaaS, etc. Et en fait, elle a des touch points qui sont faits comme ça, qui peuvent la capter à différents moments justement de son awareness et de son besoin produit. C'est potentiellement à ce niveau-là dans sa vie, elle a peut-être pas besoin directement de tel ou tel service, mais peut-être que plus tard elle en aura besoin. Il en reste toujours dans sa tête pour toujours la capter. Nous par exemple sur la location courte durée, si je te fais le parallèle avec Superhot, il y a des gens aujourd'hui dans notre audience, ils ont même pas de biens. Ils ont même pas de conciergerie, ils se sont même pas lancés en fait. Mais le fait de leur apporter de la valeur juste au moment où ils commencent à s'intéresser à l'immobilier ou à lancer une conciergerie, etc., on est déjà dans leur tête et peut-être qu'ils seront que des clients dans 2 ans en fait, le temps qu'ils investissent ou alors qu'ils fassent de la sous-location, de la conciergerie ou autre. Mais en fait, vu qu'on a été là dès le début, on devient une référence un peu dans leur tête, on leur apporte énormément de valeur aussi, ça nous permet de démontrer notre expertise en les accompagnant sur des sujets qui le savent, ça n'a pas forcément une application directe dès le début, mais en fait, on crée une relation avec eux. En fait, j'aime bien... Une erreur aussi souvent qu'on va faire en tant que marketeur, c'est qu'on va imaginer une audience, donc une foule de personnes. Mais si tu t'imagines juste la personne, plusieurs avatars, tu vois, à plusieurs niveaux d'awareness et stades de vie, et que tu te mets vraiment dans leur peau, tu vas imaginer beaucoup mieux quels sont ses désirs, quelles sont ses peurs, etc. Si t'es, moi je sais pas, par exemple, un avatar, tu t'appelles Jean, t'as 40 ans, t'es dans le monde corporate, t'en as marre de faire 40 heures par semaine, 45 heures par semaine, tu veux devenir libre financièrement avec l'immobilier. T'as envie de te lancer en location courte durée parce que tu penses que c'est un des meilleurs moyens de générer du cash flow et gagner de l'argent. Enfin bref, ça te permet de t'imaginer l'avatar, vraiment ses besoins, ses désirs, son moment de vie et de le targeter avec du contenu et des ads spécifiques à ce moment-là pour le faire rentrer dans ton funnel. Et au-delà de ça, de le capter à différents moments via différents canaux, on voit vite, par exemple, tout à l'heure je faisais le parallèle avec YouTube par exemple. YouTube, si tu prends la régie Google avec YouTube Ads et même GDN et compagnie, tu peux lier une chaîne YouTube par exemple à ton compte Google Ads et retargeter les gens qui ont vu tes vidéos récemment, qui sont abonnés à ta chaîne. Enfin voilà, ça te permet d'avoir des possibilités de retargeting et après plus tard aussi si tu as accès aux similaires audiences qui n'existeraient pas en fait tout simplement si justement tu appliquais juste un schéma silo où tu dis je vais faire juste des YouTube Ads ou des Google Ads, ou au mieux tu vas pouvoir retargeter ton trafic qui est sur ton site internet, mais tout ça déjà t'oublies, tu vois. Donc en fait, on voit, et je pourrais donner plein d'exemples comme ça, mais par exemple, si je prends les affiliés, par exemple, nous on a un système d'affiliation, on utilise Rewardful qui permet d'avoir une attribution externe qui garantit l'impartialité, mais en fait, au-delà de ça, l'affiliation permet de feeder de l'acquisition. Nous derrière ça génère du trafic qui est qualifié parce que nos affiliés sont des loueurs en courte durée ou des formateurs par exemple dans la location courte durée, etc. Donc il y a du trafic qui est qualifié qu'après on peut retargeter en ads, qu'on peut envoyer sur notre contenu. On va envoyer nos paid ads, notre contenu, etc. sur des lignes magnets qui permettent de récolter les informations de contact de la personne. Donc pareil, comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'elle est pas prête à acheter maintenant, mais autant dans un an elle le sera en fait. Ou peut-être qu'aujourd'hui elle nous fait pas confiance, elle nous connaît pas, mais on peut la travailler à travers des emails, des SMS, du retargeting, des setters, donc des gens qui vont appeler la personne parce qu'on a souvent son numéro de téléphone pour la faire avancer dans notre tunnel, et du contenu, la renvoyer sur notre contenu organique pour créer de la relation, créer de la valeur, démontrer notre expertise et la faire avancer dans notre tunnel. On va avoir déjà un taux de conversion qui est 10 fois plus élevé parce qu'on donne de la valeur gratuitement en échange d'une ressource qui a une valeur perçue. Dans ce lead magnet, on démontre notre expertise et
et on crée de la relation en fait par de l'apport de valeur, etc. Et derrière, ça nous permet d'avoir les informations de contact pour les travailler dans le temps à travers un nurturing flow. Donc tout ça, déjà, on est à autre chose que juste envoyer sur un free trial où tu vas avoir 15% de taux de conversion. La première chose que je vois qui est intéressante, c'est que sur ton targeting ou targeting, tu inclus des choses qui sont paid et tu inclus des choses que tu as fait en organique, en strat plus global, tu as même de l'outreach, etc. Ça, c'est un bon point. Et nous, par exemple, tu vois, quand on crée une startup, on commence toujours par faire des strats plutôt organiques, bootstrap. C'est facile à faire, c'est rapide, c'est peu cher et ça permet de parler directement au client final. Tu vois, on va faire des lead magnets sur du LinkedIn, on va faire de l'outreach, cold email, cold message, etc. Et assez souvent, une fois qu'on a trouvé un peu une fois qu'on a validé le produit market fit, l'ICP du projet, on va se servir justement de toutes les réponses qu'on a eues à nos tests organiques, toutes les feedbacks terrain qu'on a eu à nos tests organiques, notamment la performance d'un lead magnet, pour l'utiliser sur nos campagnes paid. Par exemple, un lead magnet qui fonctionne en organique, on a tout intérêt à prendre ce type de lead magnet, à utiliser ces arguments, à targeter même audience pour le mettre en paid. Ça, c'est un point qui est super important parce que souvent les gens ils font pas trop de synergie. Toi, les synergies, tu les vois comment en gros? Le premier point, pour moi le plus évident quand tu fais paid ads, c'est que tes audiences elles grossissent, que ce soit tes audiences de retargeting, les LLA que tu peux faire, donc lookalike audience, tu peux feeder ta liste là quand tu les captes. Tu peux retargeter tes YouTube views, Facebook, Instagram, pareil. Enfin bref, tu peux avoir des audiences de retargeting beaucoup plus facilement que juste si tu te bases sur le pixel et le tracking que tu as pu avoir sur ton site. Donc ça, c'est un premier leverage point que tu peux utiliser. Deuxième truc, c'est que tu peux effectivement utiliser des tests que tu auras fait en organique pour les tests en paid ads ou inversement. Il faut savoir aussi que, et d'ailleurs, moi j'ai plus tendance aussi à le faire de manière inversée, c'est-à-dire que j'obtiens aujourd'hui en tout cas, quand tu peux mettre un peu de budget, ça permet d'aller plus vite, c'est que tu testes en paid ads par exemple des créatives ou alors même carrément des sales funnels. Et si à partir du moment où tu arrives à le rentabiliser avec des paid ads, en organique, c'est que du pain béni, quoi. Parce que en fait, en organique, ton audience, elle est déjà chaude, elle te connaît déjà, elle a vu ta vidéo YouTube pendant 30 minutes, tu vois. Enfin, c'est pas la même chose. Donc souvent, les taux de conversion vont être encore plus élevés. Après, en appel, ils convertissent plus, etc. Donc en fait, si tu arrives à faire marcher un truc en paid ads, pourquoi ne pas le mettre gratuitement? En fait, tu payes déjà pour faire de la distribution. Donc fais-le gratuitement sur les réseaux où tu peux publier de manière organique. Quand t'as ton taux de conversion aussi qui est optimisé pour des ads, où t'as eu suffisamment de trafic, je sais pas, t'as eu pas mal de trafic, t'as fait des split tests de créative et des split tests de landing page, bah derrière ta landing page, si elle convertit à 50% en paid ads, en organique, dès que quelqu'un va aller dessus, t'auras 90% de taux de conversion, tu vois. Il y a un point qui est important aussi à souligner, parce que j'imagine il y a beaucoup de B2B SaaS qui regardent cette vidéo, c'est que je pense que ce qui est intéressant de retenir aussi, c'est que là, tu montes pas mal de régies de paid, tu montes pas mal de régies de content, pas mal de régies de reach. Moi, je pense pas qu'il faut tout faire et surtout pas tout faire en même temps. Par contre, je pense que c'est important de pas se limiter qu'à un bloc. Par exemple, c'est bien de pas faire que du paid ads. C'est bien d'avoir un peu de content et du paid ads. C'est bien d'avoir un peu d'outreach et du paid ads parce que ça va alimenter. Par contre, c'est pas forcément utile et pertinent d'avoir toutes les régies de paid. Tu vois, du Facebook, de l'Instagram, du TikTok, du LinkedIn. D'un point de vue focus, tu vas être obligé en fait de faire une sélection. Là, j'en ai mis plusieurs exemples, mais même nous, en fait, tu vois, aujourd'hui, au niveau paid ads, on est majoritairement sur Meta et YouTube Ads. On fait un peu de Google Search et GDN. J'en parlerai avec des campagnes des campagnes de retargeting surtout sur GDN et sur GR sur Zsharp on est plus en compétitive ou alors en branded keywords, mais bon on dépense pas des milliards d'euros sur ces deux régies alors que là-dessus on met quand même pas mal de budget. Et TikTok Ads on en a jamais fait pratiquement et LinkedIn Ads c'est pareil. Donc même nous aujourd'hui on a quand même un funnel qui est assez qui a plusieurs années d'existence et qui est assez travaillé. On n'utilise pas tout. Et pareil en termes de content, aujourd'hui on est majoritairement sur YouTube. LinkedIn on publie rien. On devrait peut-être, mais on publie pratiquement rien. Podcast, on n'en a pas non plus. Twitter, on n'en a pas non plus. Et Instagram, on en a, et Facebook aussi, et TikTok. Mais globalement, la majorité de notre contenu il est sur YouTube, comme je disais. Donc, c'est bien d'avoir fait la big picture. Et si tu veux, après, une fois que tu auras descendu les différentes étapes, ce qu'on pourra faire, ça peut être un bon exercice, c'est que tu nous présentes pour un exemple, notamment Superhot, peut-être qu'est-ce que toi tu as mis en place, tu vois, en descendant un peu les différentes étapes. Et je pense que ça sera la bonne façon pour que tout le monde comprenne comment ça se traduit, quoi. Ce qui est important, c'est encore une fois, c'est les côtés blocs. C'est bien ça qu'il faut retenir. Si on voit genre ce que font la majorité des SaaS B2B à gauche que tu avais mis, VS qui est à droite, ce qui est important, c'est de voir que c'est bien moins statique et c'est ça. Et comme tu dis, ça paraît plus chaotique, mais c'est parce qu'en fait il y a plein de branches un peu partout en fait. C'est que c'est organisé. Effectivement, moi je pense, comme tu dis, que ce qui est
important, c'est que oui, tu mets en place un bloc paid ads, tu vas choisir tes bonnes régies en fonction de ton objectif, ta cible, etc., là où elle est et comment tu peux optimiser tes choses. Quand t'as pas vraiment de leverage dans une industrie, tu veux tester un peu une idée de boîte, de startup, etc., faire des tests en organique, c'est quand même très bien parce que c'est un peu quitte au double. Là, tu vois, on a testé une idée de startup, c'était un CRM plus axé sur les relations et on n'avait pas l'audience qui pouvait répondre à cette promesse et on n'avait pas une audience de Treacher, etc. Mais on a commencé à faire des posts un peu lead magnet, on a commencé à trouver notre audience, on a commencé à trouver nos arguments, etc. On réussissait à faire rentrer des gens dans un funnel, à les faire convertir en sign-up, à les faire convertir sur du contenu, etc. Malheureusement, après, on n'a pas réussi à trouver le bon positionnement de produit et donc on est passé à autre chose. Mais si on avait trouvé le bon positionnement de produit, en fait, on aurait utilisé tous nos apprentissages marketing funnel qu'on a fait dans cette période de outreach et des magnettes, etc. organiques en paid. Et donc, libre à vous de voir en fonction de votre budget, en fonction de vos certitudes, par quoi commencer, mais il y aura les deux souvent qui se cumuleront. Et du coup, après, tu parles de nurturing, tu parles de email, SMS. Ça, c'est un point aussi intéressant parce que souvent, les gens se disent, bon, on fait des ads. L'objectif des ads, du coup, tu disais, c'est souvent free trial, conversion paid, etc. Maintenant, il y a bien plus de choses et surtout, le cycle est bien plus long qu'on le pense pour la majorité des clients. Et du coup, il y a des choses au milieu. Et ce qu'il y a au milieu, c'est du coup, ces parties-là, l'email, SMS, retargeting. Je suis très chaud qu'on en parle un peu. Comment ça se passe, comment toi, tu as mis ça en place avec Superhot, etc. Ça peut être pertinent. Ouais. Alors, déjà, comme tu disais, c'est super important. Et moi, en fait, pour moi, c'est pas en fait, mais pourtant, je suis un amoureux des ads. Hein. Mais je lance pas des ads tant que j'ai pas ça en place et au moins une partie des produits et des systèmes de conversion. Donc, en gros, les ads, même si j'adore ça, alors ça peut être, tu peux t'en servir au tout début vraiment pour tester des angles et vérifier ta niche, etc. via juste un lead magnet et des ads. Mais globalement, si tu veux envoyer la sauce au niveau des ads, tu vas être obligé d'avoir ça et d'avoir les blocs qu'on parlera après. Donc au niveau nurturing flow, pour moi, c'est quoi ? C'est simplement des systèmes automatiques que tu mets en place, plus ou moins automatiques d'ailleurs, que tu mets en place pour nurture, donc travailler ton audience que tu as capté avec tes paid ads. Donc une fois que tu as des lead magnets qui te permettent de récolter les informations de contact de tes personnes en échange de valeur, tu auras bien souvent au moins leur email. Nous, on demande souvent prénom, email, téléphone. Et sur plusieurs lead magnets, on demande même le nombre de biens qu'ils ont, etc. pour vraiment les qualifier. D'ailleurs, petite anecdote, à ce niveau-là, on s'est rendu compte que, alors c'est contre-intuitif, et normalement, quand on met plus de champs de formulaire, ça convertit moins. Mais sur certains lignes magnettes, en fait, le fait de demander quel type de loir ils sont et le nombre de biens qu'ils ont, augmentait le taux de conversion. Donc, comme quoi, il faut vraiment tester tout ce qu'on fait. Parce que moi, je m'étais dit, ça va tout péter notre, alors qu'en fait, on a augmenté de 10% de taux de conversion, quoi. Donc bref. Mais bon, du coup, on a ces informations. Ces informations, ça nous permet derrière de les retargeter. Enfin, de les retargeter, oui, de faire du retargeting spécifique et segmenté, mais aussi de les travailler via différents autres canaux que le paid advertising. Donc, nous, par exemple, il y a des marketing automation. Donc là, tu peux utiliser, à une époque, on utilisait ActiveCampaign. Maintenant, on est sur Freshsales, qui est notre CRM, lié aussi au système de ticketing et ça, pour que ce soit plus centralisé. Mais globalement, si je démarrais aujourd'hui, j'utiliserais un truc comme ConvertKit ou ActiveCampaign ou voilà, des trucs qui permettent de faire un peu ou HubSpot, par exemple, qui permettent de faire l'email marketing et des sales automation. Donc dedans, tu as plusieurs canaux, email, SMS. Donc vu qu'on a leur numéro de téléphone, on peut leur envoyer des SMS aussi. Du retargeting via des paid ads. Setter, c'est aujourd'hui, il y a une personne à l'équipe, ambassadeur, donc no sales, qui est dont le rôle en fait c'est d'appeler tous nos leads, donc ou en tout cas la majorité des leads, le plus rapidement possible. Donc dès qu'on génère un lead, l'idée c'est de lui apporter de la valeur encore. Donc elle va l'appeler, elle a un script pour lui apporter encore plus de valeur. Donc admettons il télécharge SuperKit, on va lui dire vous savez, on peut aussi vous offrir 100% gratuitement la checklist des essentiels pour la location courte durée. Est-ce que ça vous intéresse? Ok, je vous l'envoie tout de suite. Sachez on propose aussi un audit offert avec un loyer en courte durée expérimenté pour vous permettre d'optimiser votre location courte durée. Bon, mais boum, on envoie ça, c'est vers un call, et un call qui permet de, encore une fois, qualifier la personne et puis derrière lui vendre des choses. Bon, on pourra en revenir après. Mais bon, bref, son rôle, en fait, c'est de soit majoritairement générer des calls, donc envoyer vers un ambassadeur qui va lui closer la personne. Le setter, en plus, vu qu'il a une relation directe, c'est un contact direct, il peut la qualifier et la placer dans le bon funnel et la bonne suite de funnel, on va dire. C'est ça. Donc par exemple, admettons la personne, elle a toujours pas de bien sur Airbnb, ou elle est en train de meubler son bien. Bon, ben, pof, ok, elle a pas de bien, donc elle est peut-être pas encore adaptée pour le SaaS.
Par contre, elle va se lancer dans la conversion courte durée, donc on pourrait l'envoyer sur notre programme Super Hot Elite pour qu'elle optimise tout depuis le début, tu vois. Ou peut-être qu'elle a pas du tout bien, elle vient juste de se lancer. Bon, ça sert à rien de l'envoyer sur quelqu'un qui va la closer parce qu'elle est pas du tout qualifiée. Mais par contre, on peut la faire rentrer dans une séquence de nurturing email sur 1 an qui va lui apporter la valeur, lui expliquer que c'est la conversion courte durée, pourquoi c'est le meilleur mode d'exploitation, etc. Donc en fait, cette personne, elle a vraiment un contact direct et elle peut aussi follow-up dans le temps. Donc admettons, la personne, elle est en cours de travaux, elle sait que dans 6 mois, elle aura fini ses travaux, elle va se lancer sur sa location courte durée. Bon, ben, pof, je vais me mettre une tâche dans mon CRM que dans 6 mois, j'appelle Géraldine pour savoir comment s'est passé ses travaux et si elle est prête à se lancer. Et si elle veut se lancer, est-ce qu'elle veut être accompagnée pour le faire? Donc, tu vois, t'as un travail, bon là, c'est très manuel, hein, c'est très humain, mais ça te... pareil, tu considères pas juste une audience, tu considères l'individu et tu l'accompagnes dans son parcours. Et après le contenu, bah pareil, quand on a ces informations, en fait, dès qu'on publie une vidéo YouTube, qu'on va faire une newsletter long format avec de l'apport de valeur, etc., ben on va le recevoir et du coup, on maintient le lien avec elle et en fait, on la travaille dans le temps. Et voilà. Donc ça c'est super important. Moi, ce que je conseille, c'est au minimum lancer des ads. Déjà avoir un 5 flow de sous 60 minutes où tu envoies typiquement entre minimum un email, mais entre 1 et 3 mails où tu expliques qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais et comment tu peux aider la personne en gros. Et avec une démonstration d'expertise, la délivrance aussi du lead magnet parce que souvent tu auras eu ces informations de contact parce qu'elle doit télécharger un lead magnet. Et après tu la fais rentrer dans une, moi j'appelle ça une big automation ou un nurturing flow où en gros tu as minimum 30 jours pour commencer, mais moi là j'ai mis 120 jours et plus. C'est-à-dire que pendant 120 jours, en fait, même si tu n'envoies pas de newsletter, etc., la personne elle reçoit des emails et des SMS et du retargeting et un newsletter qui va appeler, etc. pendant au moins 120 jours après avoir téléchargé ton lead magnet. Donc en fait, même si tu as les sales cycles qui sont assez longs, tu as 120 jours pour garder le contact, quoi, au minimum. À ce stade-là, il y a pas mal de SaaS aussi qui inclut l'aspect communautaire, mais sales, tu vois, tu as des communautés drive pour closer. Je sais que Lemis, du coup, faisait ça à une époque. Ça faisait une partie intégrale de leur funnel, de rediriger des gens vers leur groupe Facebook et derrière, sur leur groupe Facebook, avoir des gens de la team exprès sur l'onboarding des nouveaux users, sur des posts qui peuvent amener les gens à utiliser leur outil, sur de l'interaction avec des nouveaux users, etc. En plus d'avoir de l'acquisition externe, parce qu'en plus un Facebook group ça a de l'acquisition externe parce qu'il y a du SEO, etc. Mais ça c'est pas j'en parlerai si tu veux dans les moyens de conversion. Je vais parler souvent de la communauté. Nous aussi on a pas mal appuyé dessus. Mais effectivement, ouais, nous on envoie aussi sur la communauté et même au niveau de ton groupe Facebook. Si tu envoies sur ton groupe Facebook, tu peux rajouter des questions de qualification. Donc si tu vois que t'as pas de chance, ça fait pas comme nous quand tu demandes le nombre de biens ou de n'importe quelle information dont tu as besoin pour essayer de qualifier ta personne, ça te divise par 3 ton taux de conversion, tu le demandes plus tard dans le funnel. Donc là, dans ton lead magnet, tu vas peut-être juste demander l'email, tu vois, ou juste prénom email pour avoir 70 plus de taux de conversion. Et après, plus tard dans le funnel, tu envoies sur ta communauté. Et pour entrer dans ta communauté, tu qualifies les gens. Donc tu leur demandes s'ils ont bien en location courte durée, tu leur demandes combien ils en ont, leur numéro de téléphone. Enfin, tu vois, tu peux demander des informations plus tard qui te permettent d'avoir encore plus d'informations de contact. Ça, c'est un super bon point. Et moi, je vois souvent ça dans les funnels. Plus tu avances dans le funnel, plus tu rajoutes des éléments qui, isolés, ne paraissent pas embêtants et contrariants à remplir pour l'user. Ouais. Par exemple, MicroSaaS, typiquement, MicroTool, c'est exactement ça. Tu vas avoir un MicroTool, tu vas collecter 2-3 fields en plus parce que tu as les autres fields de côté que tu as associés, attribués au même user. Mais à la fin, l'user ne se rend pas forcément compte que la database sur lui gonfle et que si tu l'avais tout demandé d'un coup, peut-être qu'il aurait dit non, quoi. Ça, c'est un très bon point aussi. Qu'il aurait dit non et quand qu'elle grossit, par contre, toi, ça te donne des opportunités de segmentation, de retargeting. Encore plus fine parce que du coup tu peux fider les algorithmes, etc. Et en rouge là c'est plus des moyens de justement soit de récolter des informations, soit de convertir le client. Donc en fait là j'ai mis plusieurs exemples. Donc SLO c'est Self-Liquidating Offer ou Produit Low Ticket. Si je te donne un exemple, nous dans Superhot à un moment on faisait un challenge 21 jours qu'aujourd'hui on offre avec l'outil, mais en gros on donnait un challenge où il y avait 21 vidéos en fait où on t'expliquait comment optimiser ta location courte durée pour avoir plus de réservations. Ça on le vendait à 47 € à une époque et il y avait d'autres trucs dedans qu'on mettait avec des bonus pour faire une offre un peu irrésistible. Ça typiquement c'est un micro-produit qui qualifie ton audience, qui en même temps te permet de rentabiliser tes ads et qui dedans on mettait un essai pour l'outil pendant je sais plus si c'est 3 mois ou 6 mois où on donnait accès à l'outil Superhot qui est nous notre recurring dont je parlerai après, qui du coup permettait de récure automatiquement sur l'outil. Donc en fait tu vois, ça c'est un premier moyen de conversion, c'est que c'est payant déjà, donc la personne elle paye, ça devient un client, c'est autre chose que juste quelqu'un qui voit ta vidéo sur YouTube. Là comme tu en parlais tout à l'heure des niveaux d'awareness, la personne t'a payé une première fois, donc déjà tu as ces informations de paiement qui permettent de après les envoyer sur d'autres produits ou faire des upsells et tout, il y a des funnels un peu optimisés, mais en plus
on comprend bien qu'elle est dans un autre stade de la relation. Elle t'a payé, quoi. Au-delà de convertir et donner de l'information, en fait, tu donnes de la valeur. Et donc, toi, derrière cette valeur que tu donnes, soit tu l'échanges contre un flux, donc tu vends quelque chose, soit tu le fais gratuit, mais tu le nurture et tu le fais avancer dans le funnel. Mais c'est vraiment, si je regarde toutes les différentes étapes, soit du VSL, du webinaire, de la newsletter, tu donnes encore de la valeur et dans la tête du prospect, tu deviens de plus en plus important, mais de plus en plus légitime d'ailleurs de vendre après ta solution max et de faire augmenter la LTV. Exactement. Et justement l'apport de valeur, si tu fais bien de rebondir dessus, c'est super important parce que même si tu fais payer, en fait là le truc qu'on vendait, il y avait plein de bonus en plus dedans important. Et on le vendait 47 €, mais on aurait pu le vendre à 1000 balles en fait, assez facilement. Parce que la valeur du truc, la valeur perçue et la valeur réelle étaient bien au-dessus de 47 €, tu vois. Donc, l'idée aussi, c'est justement, il faut toujours que cette discrepancy valeur ce différentiel de valeur que tu apportes toujours plus que ce que tu vends ou ce que tu donnes. Je rebondis dessus aussi sur les lead magnets, une erreur que je vois souvent. Au niveau des SaaS ou n'importe quelle entreprise B2B, c'est que on se dit ouais bon faut que je génère des contacts, donc je vais faire un lead magnet, je vais mettre une attention folle sur la landing page pour essayer d'optimiser, obtenir un taux de conversion. Prendre mon lead magnet, j'écris en 20 minutes sur Canva et puis basta quoi. Non en fait, parce que ce que tu viens de faire c'est un bad buzz parce que tu vas générer du trafic de malade, générer du contact et derrière ton lead magnet il est pourri, qu'il le consomme pas et qu'il l'aime pas. C'est pas bon. Donc même quand c'est bien sûr. Ouais voilà. Ça convertit pas, t'as fait tout ça pour rien. C'est un tellement bon point ça. c'est ça. Donc c'est important de bien travailler ses lead magnets aussi parce que c'est une erreur que je vois. Ils se disent oh ben c'est gratuit, c'est bon, je leur donne mon petit Google Doc vite fait, que j'ai passé 10 minutes à réfléchir et que j'ai mis dans le chat GPT. Non en fait. Il faut pas que tu fasses pour faire. Et donc ça c'est vrai dans toutes les choses. Et tu vois nous typiquement quand on commence à faire des lead magnets en organique, vu qu'on peut pas se permettre de passer un mois à faire un lead magnet, on préfère faire des lead magnets où on aborde des sujets qu'on maîtrise, on va donner énormément de valeur sur cette section en particulière et avoir des call to action vers un call ou vers une autre chose qui permet qu'on puisse donner de la valeur sans que nous ça nous prenne du temps, tu vois. Et souvent c'est un call plutôt que dire de la merde et générer un truc sur ChatGPT qui en fait va casser la conversion et va casser le rapport et va casser la confiance en fait qu'on a eu. Ouais, la confiance. Donc ça c'est super important. Même si vous n'avez pas le temps de faire des énormes lead magnets parce que vous êtes en train de bootstrap, de tester votre offre, vous devez un minimum donner de valeur et donner la possibilité à celui qui a demandé votre lead magnet d'avoir 30 minutes de call avec vous pour qu'il retire de la valeur quoi. Ça me fait penser à un parallèle avec Hormozy que je pense que pas mal de gens vont connaître. Ces livres en fait, si tu prends le premier là sur les offres, son livre, si tu quand je l'ai lu en fait, je me suis dit what the fuck, il vient de me donner autant de valeur que la formation de Jason Fladian qui est un spécialisé webinar. J'avais payé 5000 balles je pense à l'époque sur le offer creation. Donc à l'époque j'avais payé une formation qui coûtait 5000 €, enfin $5000 pour apprendre à faire des webinars de manière optimisée et développer une offre qui est adaptée au webinar. Elle m'a coûté 5000 balles. Honnêtement, il y a peut-être pas 100% du contenu que j'avais vu dans cette formation, mais 80% du contenu il est dans le livre à 99 centimes d'Hormozy. Donc ça vous montre que quand et du coup ça a bien marché pour lui, il a vendu des centaines de milliers de livres et aujourd'hui il est super famous, mais parce que quand t'as lu le livre tu te dis putain il m'apporte de la valeur en fait, et souvent il insiste dessus. C'est pour ça que ça m'y a fait penser, quand tu fais un truc fais en sorte que ce soit oui si tu dois aller, c'est ok que ce soit un Google Doc tu vois. Moi là je vous montre un Miro, je partage mon écran, la vidéo quality va pas être ouf, enfin, tu vois c'est pas parfait en termes de production. Et encore, c'est que si tu peux focus dessus, fais-le. Mais si tu peux pas faire ça, que c'est juste un Google Doc ou une lead magnet, fais en sorte que ce qu'il y a dedans, c'est du jus de cerveau, quoi. C'est de la valeur et tu vas vraiment apporter de la valeur sur un sujet spécifique à ton audience et que tu crées justement cette relation parce que t'as apporté un max de valeur à la personne. Ce qui illustre bien ça en plus, c'est que Hormozy justement c'est ses stratégies et que les gens pleurent pour qu'ils deviennent l'associé de leur boîte, pour montrer à quel point il a créé de la confiance, il a créé la légitimité sur son secteur. Et sa stratégie c'est ça, c'est donner du contenu ultra qualitatif, ultra sérieux pour lui donner de la légitimité et devenir un monstre sur son sujet. Et du coup, et en plus il le donne gratuitement. Bon après, et en plus il le donne gratuitement. Il a quand même un leverage et un avantage que beaucoup de gens n'auront pas, c'est qu'il a 100 millions de dollars de côté quoi. Donc tu peux ne pas vendre pendant un moment quand tu fais ça. Ça aide. Mais c'est quand même un des pionniers d'avoir un peu cette approche de je donne un max de valeur gratuitement. Donc il cherche pas à s'enrichir sur la valeur et le main de la valeur. Derrière son modèle c'est je m'associe avec des gens où j'essaie de rentabiliser d'une autre façon et donc c'est du win-win et c'est génial aussi ça, c'est intéressant. VSL c'est vidéo sales letter, en gros c'est une vidéo que tu peux envoyer après ton lead magnet
où tu vas encore une fois qualifier la personne, lui apporter de la valeur et essayer de l'envoyer sur un appel souvent ou alors sur une vente directe si c'est un micro-produit, un mid-ticket. Mais globalement, ce que je vois sur tous les SaaS B2B, ça va être vers un appel de démo ou alors un appel de closing voilà, global. Webinar, c'est en fait c'est une VSL, mais souvent plus long format et en direct. Après, tu peux utiliser EverWebinar pour simuler le direct d'un webinar et qui soit pas vraiment direct, mais qui ait l'aspect du direct. Bon, en gros, globalement, c'est une VSL qui est souvent un peu plus long et qui a un aspect spécifique dans la manière dont tu la structures pour que c'est un appel à l'action. Tu peux aussi vendre plus facilement aussi des trucs un peu plus high ticket lors d'un webinar que lors d'un VSL parce que souvent, vu que c'est live ou un aspect live, la personne t'as plus l'attention de la personne, tu peux le faire sur un temps un peu plus large. Et bref, si tu veux vendre un truc à 2 000 € avec juste une VSL, c'est un peu plus compliqué qu'un webinar. Newsletter, ça c'est plus un moyen de garder le contact. Donc pourquoi je différencie newsletter de nurturing flow, c'est que nurturing flow, moi, il est 100% automatique. Newsletter, nous on envoie des emails au moins 2-3, on va dire au moins une fois par semaine, mais en moyenne 2-3 fois par semaine, qui sont des one shot en fait. C'est-à-dire que c'est un broadcast qu'on fait à toute la liste ou à une segmentation de la liste suivant ce qu'on fait. Et des fois, ce qu'on fait, c'est que quand je vois qu'une newsletter a bien marché sur un type de contenu qu'on a envoyé ou autre, je la rajoute au nurturing flow. Donc tous les futurs personnes qui vont rentrer, même si je la renvoie pas en one shot à l'instant T, ils le recevront dans le nurturing flow. Donc ça pareil, vous pouvez vous en servir pour maintenir le lien avec le user, enfin la personne, et aussi envoyer vers des systèmes de conversion. Donc par exemple dans une newsletter, on pourrait faire un appel à l'action vers un appel ou vers un produit ou des choses comme ça. Communauté, donc on en a parlé tout à l'heure, groupe Facebook, t'as School maintenant quand on parle d'Ormozy avec Sam Ovens, tu peux envoyer sur School. Si tu préfères pour que ce soit plus segmenté. Bon, l'avantage de Facebook, c'est que tout le monde a un compte Facebook, donc suivant ton audience, ce sera peut-être plus adapté d'envoyer sur Facebook. L'inconvénient, c'est que c'est loin d'être distraction free et aussi tu contrôles pas le reach que tu as sur ton groupe. Enfin, beaucoup moins. Donc bon, c'est avantage et inconvénient, mais en gros, l'aspect communautaire dont on parlait tout à l'heure, leur donner un endroit où tes clients ou tes leads peuvent se retrouver pour échanger et créer voilà, tout cet aspect communautaire et c'est intéressant. Contenu, je l'ai mis là aussi parce que c'est aussi un moyen de conversion. Alors c'est tout ce qu'on voit là, ou même les newsletters, mais c'est aussi un moyen de conversion parce que dans ton contenu, au fur et à mesure, tu peux peut-être envoyer vers un call, tu peux envoyer vers tes produits, tu peux maintenir la relation, etc. Micro-SaaS, on en a parlé pas mal, donc je vais pas revenir dessus, mais bon, vous avez compris le système. Si tu crées un micro-produit en fait SaaS que tu offres gratuitement ou de manière payante en one shot par exemple, ou enfin voilà un petit truc, et donc c'est pas super compliqué à créer. Et ça te permet de récolter de l'information et d'en faire un client, ou en tout cas avancer dans la relation avec le client. Étude de cas social proof, c'est un peu lié. C'est en gros, tu peux faire des VSL ou tout autre newsletter, etc., qui sont sur des études de cas spécifiques de tes clients pour augmenter, pareil, la valeur perçue de ton produit et le fait que les gens obtiennent des résultats avec ton produit. Ça, étude de cas social proof, je sais plus si je l'ai mis en bas, mais je m'en sers aussi pour faire de l'activation et de la rétention. Et je m'en sers aussi au niveau des ads, c'est-à-dire qu'on fait des ads en retargeting, que ce soit en activation, en acquisition, en activation et en rétention, en fait, pour augmenter la social proof, que ce soit pour les leads, pour qu'ils deviennent des clients, enfin déjà deviennent des leads puis après des clients, mais des clients qui sont déjà clients, pour leur montrer qu'en fait ils ont juste à continuer de faire ce qu'ils sont en train de faire pour obtenir les résultats qu'ils désirent et que c'est possible en fait. Si quelqu'un t'es Joséphine, t'es une maman de 2 enfants et que tu veux te lancer en location courte durée et optimiser tes opérations et que tu vois Géraldine qui a fait la même chose sur une pub Facebook ou par email, etc., ça augmente ta confiance en toi que tu vas faire pareil, quoi. Donc bref, ça tu peux t'en servir à plusieurs niveaux, que ce soit acquisition, activation, rétention. Social proof, c'est lié, hein. Alors ça, étude de cas, c'est un peu plus précis, c'est-à-dire que tu vas faire une vidéo un peu plus avancée. Nous, par exemple, on a une série qui s'appelle Gérer jouer chez vous, où Mathieu il va interviewer les clients qui marchent bien, en fait, qui sont des super conciergeries ou des super longs courte durée, et on va montrer leurs biens, on va montrer, ils vont partager les stratégies qu'ils utilisent, etc. Donc ça renforce l'aspect communautaire. Donc on voit, enfin, tout est lié, tu vois, tous les blocs qui sont liés. Ça renforce l'aspect communautaire parce que on rencontre nos clients, on les met en avant, etc. Ça fait de l'étude de cas, la social proof, parce que les gens voient que d'autres ont la réussite, et ça apporte de la valeur parce que ces clients montrent comment ils ont fait et qu'est-ce qui marche en fait. Donc bref, ça a tous ces avantages. Social proof, tu peux le faire sous plusieurs niveaux. Ça peut être juste un testimonial, tu vois, que tu t'affiches en texte sur ta page, une vidéo. Ça peut être voilà, nous on a 50 000 personnes qui utilisent nos outils, etc. Bref, social proof, tout le monde sait ce que c'est, ils peuvent le faire. Contact form, dès que quelqu'un contacte ton équipe, que ce soit via un chat, un formulaire de contact, par email, etc., tu peux générer des leads avec ça. Et travailler aussi le client ou le prospect ou n'importe. Template, ça c'est plus, nous par exemple ce qu'on a fait avec le super kit,
on aurait pu le vendre. Donc ça pourrait être un produit, mais nous on s'en sert comme lead magnet. Donc c'est des templates que tu peux appliquer. Donc je sais pas, par exemple, t'as un business, un SaaS qui permet d'optimiser ton UX sur Figma. Je sais pas, j'invente un SaaS random, mais un des produits que tu peux vendre ou un lead magnet que tu pourrais faire, c'est 100 templates Figma pour SaaS B2B, tu vois. Bon, moi je vois ça une pub comme ça, je vais le télécharger le truc. Donc tu auras mon contact et le contact d'un CMO d'un SaaS B2B, tu vois. Donc pareil, ça permet de faire ça. Séminaire, event, nous on a les Super Hot Live Tour où en gros on fait un événement. Le dernier était l'année dernière, en fin d'année dernière, où ça permet de renforcer l'aspect communautaire. On a parlé de notre V2 aussi et tout ça. Si on parle de ClickFunnels, par exemple, ils sont super forts là-dedans, où ils ont Funnel à Click Live, où en fait, tu as 5000 personnes qui viennent pour apprendre sur les funnels et du coup, ils vendent du ClickFunnels et compagnie. Call Funnel, tu peux envoyer vers des lead magnets derrière vers un call, vers une VSL qui va envoyer vers un appel, vers un webinar qui va envoyer vers un appel. Après MicroSas, tu veux un audit complet, tu envoies vers un appel. Bon, bref, c'est assez self-explicit. Tu mets un Calendly et tu permets ça. Tu fais en sorte de qualifier l'audience et après de leur vendre quelque chose au téléphone. Ensuite, donc là, on arrive à la monétisation. La monétisation qui va dépendre du coup des différents niveaux de qualification, d'awareness et de budget. Donc, comme tu disais tout à l'heure, la personne, elle est peut-être pas forcément au stade où elle va bénéficier de ton SaaS. Donc nous par exemple, la personne elle a pas de bien en location courte durée, elle a aucun intérêt à utiliser Superhot. Par contre peut-être qu'elle est en train de se lancer dans la location courte durée. Donc peut-être qu'on pourrait lui vendre une formation sur comment créer ses annonces sur les plateformes de réservation ou lui envoyer une manette etc. Mais on pourrait très bien lui vendre du programme coaching consulting. Nous par exemple on a un programme Superhot Elite où on accompagne des Laurent courte durée. Alors souvent ils sont quand même un peu plus avancés que juste des débutants, mais on va les accompagner sur 90 jours pour refaire toutes leurs annonces. On leur envoie un photographe, on fait tout un tas de choses comme ça, on leur offre une série automatique. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui sont incluses dans le programme qui leur permettent d'optimiser leur location courte durée. Ce programme, il vaut plus de 3 fois le revenu annuel moyen du SaaS. Donc, et dedans, on leur offre un essai au SaaS et derrière, ils récurrent en mensuel. Donc, tu vois, ça permet de rentabiliser des ads assez rapidement et facilement, chose qu'on pourrait pas faire si on avait juste un outil qu'on vend mensuellement, tu vois. Donc, parce que tu captes 3 ans, l'équivalent de 3 ans de revenus de SaaS en one shot. Ou nous, on fait un paiement 4 fois aussi, mais bon globalement, tu récupères de l'argent beaucoup plus rapidement, donc tu peux rentabiliser tes ads beaucoup plus rapidement. Nous, ça a été un moyen de leverage important du fait qu'on soit full bootstrap, de vendre ce programme de consulting et de coaching, parce que ça nous a permis de rentabiliser des ads à très court terme, d'avoir pas un besoin en BFR trop important, et du coup de rentabiliser des ads très vite. Donc si tu vends un truc qui coûte 4, 5, 3, 2, j'en sais rien, ce que tu veux vendre 1000 euros, tu vois bien que c'est plus facile de rentabiliser tes ads. Donc si derrière en plus après ils récurent sur ton SaaS, ça va bien marcher quoi. Voilà, service one time, admettons que t'es un logiciel admettons t'es Lemlist t'es au début de ton, aujourd'hui il n'y a pas trop d'intérêt à ce qu'ils fassent ça vu qu'ils ont déjà du scale, mais admettons t'es au tout début de lancer Lemlist et tu veux rentabiliser tes ads rapidement et t'as un besoin de cash, d'injection de cash assez rapide. Tu veux un service one time où tu configures toutes les campagnes pour le client, tu lui fais tout son copywriting, tu vends ça à 1500 euros. Comme si c'était une agence t'aurait pris 3000 euros par mois pour gérer ça, toi tu leur offres le logiciel pendant 3 mois et en plus tu veux leur faire le truc et tu vends ça 1500 euros. T'as fait un service one time qui certes n'est pas scalable du tout, mais au début quand t'as pas d'argent et que t'as du temps, tu fais ça et t'essayes de bien qualifier ton audience, tu lui apportes le maximum de valeur et qu'elle stick sur ton produit. Donc tu lui vends ça, tu rentabilises tes ads. Referral affiliation, ce que je disais tout à l'heure, admettons t'es une agence comme un SaaS qui permet d'optimiser ton UX flow, tu vends une affiliation Figma, je sais pas s'il y en a une, mais bref, tu fais de l'affiliation dessus ou un referral vers une agence de UX design. Pareil, tu vends un service qui coûte 5000 balles, tu prends 20% de commission dessus, c'est pareil que si tu avais vendu ce truc à plusieurs milliers de dollars ou d'euros, tu récupères de l'argent. Des templates, pareil, tu peux les vendre, séminaires, événements, tu peux les vendre, et on pourrait vendre ici tout un tas de produits où il faut juste être créatif, où tu vends un service one time ou recurring, mais souvent ça va être du one time pour faire un premier shot en fait une première interaction, une première vente. Ça pourrait être aussi un low ticket offer, tu vois ce que j'ai mis ça, on pourrait le mettre ici. C'est hyper intéressant parce que du coup j'ai l'impression que tu as un produit un peu pour n'importe quel lead à n'importe quel stade qui à la fois va rendre tes ads du coup rentables day one, on s'est compris, et en même temps va contribuer aux effets composés. Tu vois, si tu vends de la formation, derrière tu upsell ou même tu offres l'abonnement qui derrière après ça fait du recurring, donc ça sert les intérêts de ta boîte, etc. Donc j'ai l'impression que tout c'est interconnecté, tu as des effets composés et en même temps tu peux rentabiliser le lead à n'importe quel moment quoi.
C'est ça. Donc tu le Ok. captes, tu peux lui vendre parce que et sachant que 80% des leads que tu vas générer, autant ne seront même pas qualifiés pour ton SaaS à la base. Donc ça te permet de rentabiliser tes ads, de les faire avancer dans ton funnel flow et de comme tu dis, apporter de la valeur et générer de la valeur pour ta boîte aussi. Donc ça a tous les avantages en fait d'avoir tout ce genre de produits et d'offres connexes adjacentes à ton produit main qui nous est le SaaS. Mais du coup, ça a des effets composés qui sont énormes. Du coup, après, une fois que tu arrives sur ton SaaS, moi j'aime les SaaS parce que du coup, là j'ai mis plusieurs moyens de faire du recurring. Je vais en parler. Après, je parlerai pourquoi les SaaS, j'adore ça. Donc, tu peux faire un service d'agence recurring, tu peux faire du coaching, consulting en recurring, tu peux vendre un logiciel SaaS recurring, tu peux vendre un mastermind ou communauté en recurring, tu peux prendre certains produits physiques en recurring. Ça s'applique pas à tout, mais tu pourras en vendre. La récurrence de service one shot, admettons que tu es du UGC par exemple, si on prend ton exemple du UGC, à chaque fois que tu lances une campagne, tu refais payer la personne. Alors peut-être qu'elle te paye pas tous les mois, mais dès qu'elle veut faire une campagne, elle te paye ton SaaS par exemple, ou ton service. Affiliation recurring, si tu as une affiliation avec un SaaS qui te paye des commissions recurring comme Superhot, tu fais de l'affiliation recurring. Pourquoi j'adore les logiciels ? Parce qu'en fait, c'est là où c'est le plus facile de mettre un stick rate assez important, donc d'avoir le minimum de churn, parce que la value est implied dans le logiciel. Mais souvent, ça, c'est la partie la plus ignorée des média buyers, et pourtant, pour moi, c'est la plus importante. Même plus importante que ton optimisation du targeting et de tout ce que tu pourrais faire sur Régis, sachant qu'en plus maintenant les algorithmes deviennent tellement bons que ton targeting il peut être réfléchi quand même grande majoritairement pour toi et on pourra en parler. Ce que je suis chaud de faire, c'est qu'on va descendre le funnel un peu, Ouais. et tu vas me détailler un peu pour chaque bloc un exemple ou deux de ce que tu fais avec Superhot, qui est applicable à d'autres B2B SaaS, tu vois. Ouais. Et on va descendre et comme ça, on va illustrer un peu toutes les étapes et ça fait un peu plus de sens pour les gens qui nous rejoignent, qui ne comprennent pas forcément. Alors, au niveau des paid ads, comment j'utilise les ads en top, mof, bof. Déjà, au niveau des régies qu'on utilise, il y a Facebook, Instagram, YouTube, Gcherche, GDN. LinkedIn, on n'utilise pas. TikTok, on n'utilise pas. Donc ça, là-dessus, je pourrais pas vous donner d'exemple parce qu'on a fait des petits tests à des moments, mais je l'utilise pas de manière récurrente. Donc, je ne serai pas de pertinence au niveau B2B SaaS à ce niveau-là. Donc, il y aura sûrement des exemples que vous pourrez trouver qui le font. Surtout sur LinkedIn, c'est sûr qu'il y en a. Donc, voilà. Pour ces régies-là, donc comment j'utilise TOF, MOF et BOF ? Globalement, si je parle de TOF déjà, Facebook, Instagram, YouTube et GDN, j'en fais moyen plus en MOF et BOF. Comment j'utilise ça ? C'est surtout sur la lead gen. Donc je vais envoyer sur des lead magnets, aujourd'hui en tout cas. À une époque, on envoyait aussi sur des SLO, mais globalement aujourd'hui, c'est sur des lead magnets. Donc ça va être le super kit, qui est en gros une bibliothèque de ressources dont j'ai parlé juste avant. La checklist des essentiels, qui est une checklist en fait où tu peux suivre en temps réel les commandes que tu as fait pour meubler ta location courte durée pour que ce soit optimisé et en gros, bref, c'est une autre valeur perçue pour les users. On a un truc en ce moment aussi qui tourne, c'est sur la loi de finances parce que ça vient perturber un peu la location courte durée, donc c'est une autre valeur perçue. Tout le monde est paumé dans le monde de la location courte durée, donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé un avocat et bref, on fait tout un tas de ressources qu'on offre gratuitement aux users là-dessus pour les éclairer un peu par rapport à tout ça, et on le modifie en temps réel en fonction de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Comment je trouve des lead magnets ? Après, c'est quoi un bon lead magnet ? En gros, je fais une empathie focalisée où je vais me mettre dans la peau du client pour essayer de mon avatar type, pour essayer de comprendre ses émotions, ses peurs, ses désirs, etc. et les problèmes qu'il rencontre. L'avantage qu'on a, c'est que nous, on est notre avatar à nous-mêmes, vu qu'on est loin en courte durée. Mais au-delà de ça, peu importe l'audience que j'essaie de targeter, c'est ça que je fais. Je me mets dans sa peau et j'essaie de tout comprendre. Je vais aussi la questionner. Si j'ai une audience, je peux la questionner sur quel problème elle rencontre actuellement. Je peux aussi voir mes tickets de support et voir que en fait, tout le monde est en panique par rapport à la loi de finances et que personne comprend ce qui se passe. Et c'est comme ça en fait qu'on peut avoir des idées. Il faut partir du problème et essayer d'imaginer une solution qui a une valeur perçue importante. Et là, ce que je veux rechercher aussi dans le lead magnet, c'est que la solution soit assez précise pour à la fois qualifier mon audience, c'est-à-dire que personne va télécharger un lead magnet qu'on fait s'il n'est pas loin en courte durée ou une conciergerie, quoi. Sinon, je sais pas ce qu'il fait là. Donc ça c'est le premier truc, c'est que le contenu en lui-même qualifie la personne et elle répond à une de ses objections. Donc par exemple, nous ça peut être je me suis pas lancé à la location courte durée parce qu'en fait je sais pas comment meubler la location courte durée, je suis perdu dans tout ce qu'il faut acheter, etc. Bon on a fait une checklist qui fait ça, qu'une fois que tu as fait ça, en fait tu peux te lancer à la location courte durée, du coup utiliser notre logiciel. Ou alors j'ai pas assez de réservations sur ma location courte durée, donc j'ai pas assez d'argent pour payer ton logiciel. Comment tu optimises tes locations pour pouvoir assez d'argent pour après avoir l'argent pour payer notre logiciel. Bref, tu pars d'une objection que va avoir ton user, d'un problème qu'il va avoir, et tu crées une manette qui va qualifier la personne, répondre à une objection et qui a une haute valeur perçue. En gros, c'est comme ça que je fais moi pour créer une manette. Ok. C'est hyper intéressant. Nous, en interne, avec The Quest, on veut parler à un max de clients finaux. Parce que justement, nous, souvent, les boîtes qu'on fait, les founders ne sont pas forcément le persona type.
D'ailleurs, nous, on a tendance à penser que c'est plus dur de faire une boîte quand tu es le persona type parce que tu peux être biaisé justement vis-à-vis de ton client final où ça se trouve, lui, il n'a pas la même perception du problème. Et donc, nous, le premier truc qu'on fait, c'est on fait des groupes WhatsApp, tu vois, de power users par 10, 50 ou 100 personnes en fonction du type de SaaS et on essaie d'échanger avec eux pour avoir des feedbacks réels sur justement leur questionnement, etc. Il y a aussi des outils qui peuvent être pertinents sur ça, notamment en identifiant des requêtes sur Google, etc. Tu vois, tu as Answer the Public, moi j'aime bien, tu peux regarder un peu les questions que les gens se posent sur une thématique ou même des requêtes. Ouais, ça c'est très bien en vrai aussi. En vrai, ça c'est important aussi. Copywriting, effectivement, parler avec le langage de ta target, insister sur le problème et le problème unique, pas essayer de tout englober. Souvent, les mauvais lead magnets, en fait, c'est des choses qui veulent tout englober. J'ai l'impression que c'est pas bon parce qu'en fait, de un, ça segmente pas ton user et du coup, ça te donne pas des infos pour mieux le convertir et mieux le faire avancer sur ton funnel. Et de deux, en fait, si tu as un lead magnet et un guide sur faire la location VS, un lead magnet et un guide sur pallier à cette loi-là, le mec qui a ce problème principal de la loi, il va aller sur le lead magnet le plus précis possible. Tu vois, il va pas aller sur le lead magnet généraliste. Donc, plus tu es précis, plus ça te permet de segmenter et plus ça te permet de convertir, tu vois. Et en plus, ça démontre ton expertise aussi parce que la précision montre que tu comprends vraiment le problème, quoi. Si on faisait juste un lead magnet sur comment se lancer dans l'immobilier, bon, ça pourrait marcher, mais c'est pas aussi précis que comment tu optimises le taux de conversion sur ton annonce Airbnb, tu vois. Donc forcément, ça va plus ou moins qualifier. Il y a un autre truc aussi que j'aime bien moi j'aime bien vérifier quand je fais un lead magnet, c'est qu'il est actionnable et il va permettre à la personne d'avoir un aha moment ou en tout cas une valeur rapide. Donc nous par exemple, tous nos lead magnets, on essaye de faire dans ce sens-là où en gros, sous on va dire une demi-heure de travail, déjà la personne ça fait une différence dans sa vie en fait. Il y a un autre point qui est important aussi, c'est faire en sorte que ta target, ton lead, s'investisse. Quand il s'est investi, quand il a mis de son temps, de son argent, de son énergie, son argent, peut-être parce que ton lead magnet donne des tips qui incluent des tools externes et du coup il a été jusqu'au bout, tu vois, du lead magnet gratuit, mais il s'est investi, tu vois. Et même investi en termes de temps, là tu as beaucoup plus de chances de le faire avancer dans le funnel parce que tu vois, il y a vraiment consacré du temps, etc. Ça c'est important aussi, Et il y a un truc aussi par rapport au copywriting, je voulais rebondir dessus avec toi, c'est vraiment important de justement regarder comment parle son audience et éviter de tomber dans le trap de faire trop de jargon en fait. Ou alors si c'est du jargon, faire du jargon qui est spécifique à ton audience. Et ouais, c'est ça, l'audience cible, parce que tu peux avoir plusieurs lead magnets et plusieurs styles de langage et plusieurs degrés de précision en fait. Ouais, tu veux targeter un manager vs tu veux targeter un builder alone, tu vas pas lui parler de la même façon avec les mêmes exemples, la même social proof, etc. Ça. Et du coup, l'autre point qui est intéressant aussi, c'est quoi un bon lead magnet, une bonne page de lead magnet, qu'est-ce qu'on y trouve. Ce serait cool d'avoir un peu ton avis sur ça aussi, je pense que les gens se demandent. Déjà, une erreur à pas faire, c'est à faire des pages qui sont trop longues et trop larges. C'est pas une sales letter où il y a 20 000 mots sur la page, une truc de lead magnet. Faut que ce soit optimisé pour la conversion, faire suivre l'œil. Donc là, tu peux utiliser tous les types classiques de CRO où en gros... tu as la structure de ta page, comment tu vas faire ressortir le bouton pour faire l'appel à l'action, faire un double opt-in pour qu'il y ait un micro-engagement avant pour augmenter le taux de conversion, focus bien sur ta headline, split ta headline en premier pour que tu testes plusieurs variations de headline et que tu vois ce qui a le plus haut taux de conversion et qui après marche le mieux pour avoir plus de leads possible et qui soit toujours qualifié. Voilà, c'est un peu ça. Après la structure de page, généralement j'ai une grosse headline en haut, j'ai une sub-headline, je peux avoir des éléments de social proof. Il y a un truc que j'ai en tête, moi, là, c'est les lead magnets des infopreneurs qui te mettent 50 sections de social proof. Bon, il faut faire un juste milieu, mais tu vois, le social proof, il est bien important aussi, tu vois. Valider que les gens ont confirmé que ce que tu offrais, c'était cool, ça leur a apporté de la valeur, mettre des exemples, etc., tu vois. Ça, c'est important aussi, tu vois. Aussi, bien faire attention, en fait, à tout ce qui est above the fold en fait. Si ton call to action il est en bas de ta page, déjà t'as divisé par 4 ton taux de conversion, tu vois. Même des fois en fait moi il y a même pas de en fait la page en fait j'essaye d'assez condenser la page pour pas qu'il y ait besoin de scroller pour consommer le contenu et capter le truc en fait. Et il y a un autre point aussi qui est important, c'est qu'il faut pas hésiter aussi à itérer, à faire de la B testing sur TLP de lead magnet. Et sans faire une discipline aussi parce que surtout au début fais un contrôle en fait et tu vas essayer de le beat toutes les semaines. Donc tu fais une variation, à condition que tu aies assez de spend pour que ce soit statistiquement significante, mais si tu as un peu de spend,
au minimum une fois par semaine, fais des split tests où d'abord tu commences par la headline. Une fois que tu as fait 10 tests et tu n'arrives plus à la bite, tu passes à ta bullet list ou ton créatif qui monte le lead magnet, la manière de présenter ton appel à action, tes social proof, etc. Et en fait, tu essayes de tout le temps beat le contrôle et te mettre une routine comme ça de split test pour essayer d'optimiser ton conversion. C'est important parce que moi, des fois, je vois de l'A/B testing, mais 2 pages complètement différentes. Et faire l'A/B testing, c'est pas ça. Faire l'A/B testing, c'est tu suis ton hypothèse et ta conviction. Et ce que tu testes, c'est des sections isolées, des éléments isolés. Parce que sinon, tu peux pas avoir de retour sur ça. Il faut pas avoir des trucs complètement différents. Après, tu as des outils de multivariante et tout ça, mais bon, il n'y a personne qui aura cette semaine pour que ce soit statistiquement viable. Donc, c'est ça. Et du coup, là, sur les différentes régies, tu m'as dit il y a de la lead gen, il y a un peu de campagne intentionnelle aussi, non, il me semble, genre sur des recherches Google, etc. Alors, sur tout ce qui est recherche, Google, généralement, on a deux majoritaires, enfin trois spends majoritaires. Le premier, on fait du branded keywords parce qu'on s'est rendu compte que avant, on faisait pas de search. En fait, jusqu'à il y a genre 2 ans, on faisait pas du tout de search. Mais je me suis rendu compte qu'il y en avait qui faisaient du compétitif. On pourra en parler après, du compétitif sur notre brand name. Donc, on a dit ça suffit. C'est très courant, vraiment. Maintenant, tout le monde fait ça en prio maintenant. Ouais. Du coup, c'est ce qu'on a fait aussi. Mais donc, on a du branded keywords où en gros, dès qu'on tape super hot, etc., on veut qu'on apparaisse, c'est pas le concurrent. En acquisition, on a aussi de la comparaison, donc en gros du compétitif, un peu ce que faisaient les gens avant, sur des concurrents. Et après, on a des campagnes d'intent où en fait, si tu cherches alors ça, le ROS est plus faible évidemment que sur d'autres trucs, mais c'est quand même intéressant si on a une approche un peu plus long terme où il y a des gens qui vont refaire des recherches sur des keywords qui sont reliés à notre SaaS. Donc si tu fais channel manager ou alors meilleur channel manager 2024, tu vois, des trucs un peu comme ça, tu peux essayer de te baser dessus. Et pareil, soit t'envoies sur des pages de comparaison que tu as travaillé toi, du coup, qui sont à ton avantage, tout en restant réaliste parce qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus. Et voilà, globalement c'est ça. Après tu peux essayer de faire la lead gen en deuxième étape, c'est-à-dire que nous des fois ce qu'on fait c'est que t'envoies sur de la comparaison compétitive, etc. Mais si la personne, en fait, t'as une exit pop-up, si la personne va quitter alors qu'elle a pas fait l'appel à l'action principale, qui est souvent générer une démo, on a fait apparaître une pop-up avec un lead magnet, on leur disait, hey papa les mains vides, télécharge ton truc qualifié, tu vois. Et du coup, ça te permet de récupérer les infos de contact et pareil, rentabiliser tes search un peu plus longtemps. Donc globalement, c'est un peu ça en search. Mais aujourd'hui, on va dire que le search, c'est genre même pas 15% de notre. Alors c'est plutôt rare, je sais, pour un SaaS, mais ça doit être 15% de budget, même pas quoi. 80% de notre budget, il est plus là et un peu là en retargeting. Ok. Et là, si on prend un peu de hauteur, là tu m'as parlé des régies paid, tu m'as parlé de YouTube. J'imagine qu'il y a un peu de synergie avec le content que tu fais sur YouTube et que tu fais des synergies avec ta chaîne. Comment ça se passe? C'est quoi justement ces synergies et comment les deux s'entraident? Globalement, comment je fais, c'est que déjà, il faut établir ton script. Donc ton script, souvent, ça va être une vidéo entre on va dire 1 minute 30, 3 minutes. Tu commences par mettre un hook et call out ton avatar. Donc en gros, ok, si vous êtes loin en courte durée, que vous voulez plus de réservations, voici 3 étapes pour optimiser vos annonces. Bon, je t'ai sorti un hook là, comme ça pourrait être ok, si vous êtes loin en courte durée, que vous en avez marre, ou si vous êtes une conciergerie, que vous n'arrivez pas à bien gérer votre équipe de ménage, il y a un système que vous pouvez mettre en place qui va tout changer pour vous. Bon. Tu sors tes hooks comme ça, déjà, de toute façon, tu vas en tester 1 milliard. Donc, réfléchis à tous les hooks possibles que tu peux gérer pour envoyer sur ton lead magnet. Une fois que tu as ça, tu vas essayer de faire un body qui va être un peu, donc le corps de ton annonce va être un mélange entre susciter la curiosité, démontrer ton expertise, répondre aux objections et call to action vers ton lead magnet. Donc nous, ça pourrait être par exemple, il y a 3 erreurs que font la majorité des gens en courte durée qui leur coûtent la réussite de leur annonce sur Booking. Pourtant, c'est 3 cases à cocher qu'il faut absolument activer sur Booking si vous voulez un maximum de réservations sur la plateforme. Ce que j'ai fait, c'est que pour vous montrer en détail comment faire, j'ai préparé un tutoriel de 5 minutes où je vais vous montrer étape par étape dans quel onglet aller pour pouvoir optimiser. Blablabla. Je t'invente un truc, si j'en ai même pas 6 manettes, donc j'ai un truc on the go là, mais t'as compris le truc. Donc faudrait imaginer votre script comme ça, vous filmez le truc.
vous prenez votre ads et vous testez 10 hooks. Donc vous pouvez avoir le même body et vous testez 10 hooks en premier parce que c'est le truc que vont plus voir les gens. Et vous vérifiez déjà le premier truc, est-ce que les gens sont bien qualifiés, donc est-ce que les leads est-ce que ça génère des leads derrière. Si votre lead magnet est bien fait, ça va les qualifier de toute façon. Donc s'il y a un faible taux de conversion, c'est que le créatif n'était pas bien associé au lead magnet, ou en tout cas qu'il n'a pas bien qualifié. Le nombre de personnes qui vont vraiment voir la vidéo versus le nombre de personnes qui vont skip la vidéo quand c'est des true views. Voilà, donc globalement, il faut bien maîtriser son créatif sur YouTube, c'est super important. Et avoir bien toute la funnel de séquence aussi derrière, parce que YouTube, alors autant ça se scale super vite, autant au début les leads ont tendance à coûter un peu plus cher que sur Facebook et Instagram. Bon, tu vois, ils sont aussi plus qualifiés, mais bon, c'est à bien maîtriser, quoi. Il faut vraiment bien maîtriser son créatif. Et après, une fois qu'on a un bon créatif, par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que je remarque qu'il y a quand même moins de fatigue publicitaire que sur Facebook et Instagram. Alors je sais pas, c'est parce qu'il y a moins de répétitions ou je sais pas pourquoi, mais globalement nous on a des créatifs aujourd'hui que ça fait 1 an et demi qu'ils tournent et ils continuent à tourner et à sacrément tourner, donc sur Facebook et Instagram c'est plus rare, quoi. Voilà. Si t'as l'avantage d'avoir une chaîne YouTube, aujourd'hui, bon, nous elle est pas énorme, on a que 18 000 abonnés dessus, mais ça va. Oui, bon, comparé à certains trucs aux US, on est des petits joueurs. Mais bon, l'avantage que t'as, c'est que ces 18 000 personnes quand même sont sacrément qualifiées, quoi. Et surtout sur un SaaS B2B, c'est super intéressant, tu vois. Et 18 000 personnes qualifiées, ça vaut mieux que 2 millions qui sont des touristes, quoi. Tu vois, donc, parce que l'avantage que tu as sur la chaîne YouTube, c'est que tu peux la lier en fait à ton compte Google Ads et tu peux retargeter tes viewers en fonction de la période de view, tes abonnés, etc., etc. Donc tous ces gens en fait qui, autant dans ta YouTube vidéo, d'ailleurs sur YouTube, attention à comment tu places les magnettes, parce que si tu as ton watch time qui est réduit à cause de ça et que les gens ne continuent pas leur session, ils vont moins te mettre en avant. Donc c'est aussi tout le jeu de l'organique à savoir jauger comment tu fais ton lead magnet. Mais là, ce que tu peux faire par contre, c'est faire un contenu où ton contenu il est pur, faire plaisir à l'algorithme de YouTube, c'est-à-dire que tu maximises ton watch time et tu le fais même continuer sa watching session sur plusieurs vidéos. Donc à la fin de ta vidéo, tu mets pas en avant ton lead magnet, tu mets en avant une autre vidéo. Par contre, ce que tu fais, c'est que tu retargetes les gens avec des YouTube ads. Donc oui, ça te demande de payer pour capter de leads, mais du coup, tu as des vidéos qui peuvent faire 50, 60 000 vues, alors que si tu avais coupé ta watching session, il t'aurait jamais mis en avant et t'en auras fait beaucoup moins. Et derrière, tu le retargetes avec YouTube. Et même avec GDN, avec ce que tu veux. Donc du coup, ça t'offre aussi des opportunités de retargeting. En fait, le fait d'avoir une vidéo YouTube, une chaîne YouTube, et même si c'est que 500, 1000 personnes qui voient tes vidéos, en fait. Ces 500 ou 1000 personnes, c'est des gens qui ils se sont pris une vidéo de 30 minutes dans les dents qui parle de location courte durée, ils aiment la location courte durée, tu vois. Donc ils sont vraiment qualifiés. Et après, sur Google aussi, ce que tu peux faire, c'est qu'à partir de ces audiences-là, tu peux aussi en faire des audiences similaires. Donc pareil, tu vas feeder ton algorithme et ça peut faire des audiences similaires sur YouTube. C'est important ce point-là parce qu'en fait, comme tu disais, c'est un asset ta chaîne YouTube qui va se remplir avec le temps d'une audience ultra qualifiée. Et si tu as ce bloc d'audience ultra qualifiée, derrière tu nourris les plateformes et les advertisers pour aller chercher des audiences similaires. Et du coup, avec leur algorithme IA, elles vont trouver des gens qui correspondent au profil. Et ça, c'est hyper intéressant et ça illustre bien les synergies entre justement ton content organique, ton paid et même le funnel de manière générale. Et sachant qu'en plus, donc il y a là je parlais de YouTube, mais comme tu disais tout à l'heure, si tu fais de la lead gen via YouTube ou même juste t'envoies sur ton site, ils ont pas converti, mais t'as un pixel Facebook, Instagram, l'API conversion et compagnie, une fois qu'ils ont lead gen et qui sont devenus lead, tu peux les retargeter, les faire avancer dans ton funnel avec d'autres régies aussi. Donc tu vois que YouTube il y a plein de choses qui se mettent en place. Et l'avantage aussi de ça, au-delà même de l'aspect technique, du tracking, du retargeting, etc. Si quelqu'un il a passé 20 minutes à te voir sur YouTube pendant une semaine, 2 fois par semaine, et que il reste un mois comme ça à regarder tes vidéos YouTube, si derrière il voit une YouTube Ads ou une Facebook Ads, etc., il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il ait déjà fait une association avec toi et que il le trifecta, tu sais, il te connaît, il te fait confiance et il t'a vu, quoi. Et qui t'apprécie, tu vas avoir plus de chances qu'ils convertissent après sur tes ads et que tu as un CTR élevé et compagnie, quoi. Donc du coup, ces synergies elles se font comme ça et tu peux faire ça avec tout ton contenu. Donc si, comme je disais tout à l'heure, nous on n'est pas hyper fort sur LinkedIn et on n'a pas de podcast, on n'a pas de Twitter, on a du Instagram et du Facebook et TikTok, on en a aussi, mais bon, c'est pas notre canal d'acquisition principal. Mais si tous tes contenus ici que tu fais, dès que tu envoies sur des plateformes, alors si déjà Instagram, Facebook, tu peux retargeter de la même façon que tu fais YouTube avec Google.
Mais même au-delà de ça, si c'est pas des régies qui sont interconnectées entre elles, dès que tu as un pixel ou un moyen de tracking autre, tu peux fitter les algorithmes. Et toutes ces régies, généralement, parce que la plupart, peuvent te permettre de faire des lookalikes à partir du moment où tu as une audience un minimum assez large. Donc du coup, tu vas améliorer tes campagnes et ça te permet de faire du targeting qui est qualifié via tes LLA, quoi. Et pareil, ici, une fois qu'ils sont des lead magnets, nous, ce qu'on fait, c'est que tous les leads, tu peux mettre en place, soit avec Make, soit ActiveCampaign ou d'autres, de filer tes algorithmes et tes LLA, donc tes audiences de retargeting, et de les segmenter aussi. Nous, par exemple, on va pas parler de la même manière en BOF, d'un mec qui est déjà il a déjà téléchargé 3 leads magnets, il est client, etc., que le gars qui ne sait même pas qui on est, quoi. Donc bien sûr. Pareil, tu peux segmenter et dédupliquer tes audiences aussi pour pas qu'il y ait trop de chevauchement d'audience et compagnie, quoi. Et t'as plein d'outils, ActiveCampaign, Brevo, etc., qui te permettent de faire ça aussi, qui te permettent de renvoyer des audiences, qui te permettent de qualifier ta target, ton lead au fur et à mesure de son parcours. Toi, du coup, là, tu parles un peu du top of the funnel. À quel moment ça commence le middle of funnel et que tu commences à balancer des ads aussi à ce moment-là, de retargeting, etc. Comment ça se passe, du coup, ton middle of funnel? Alors, pour moi, middle of funnel, ça va être une fois que j'ai passé la phase d'awareness et d'acquisition brute, vraiment cold. Donc, des gens qui sont un peu plus warm. Donc, généralement, ils vont avoir téléchargé un lead magnet, au moins ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont téléchargé un lead magnet et ils sont dans mon funnel flow. Je sais qu'ils sont en train de travailler pour être envoyés, soit ils ont déjà passé par un système de conversion, soit ils vont être envoyés là-dessus. Donc en gros, pour moi, c'est ça que je considère mon middle of funnel. On va dire que c'est toute cette partie-là, on est encore en top of funnel, et encore que content, bon, ils sont quand même bien qualifiés, donc on pourrait leur parler différemment. Mais bon, on va dire que toute la partie haute, on est encore en top et en acquisition et en vraiment cold. Et à partir du moment où ils nous connaissent et qu'ils ont déjà un peu interagi avec nous, ou qu'ils regardent du contenu, newsletter, etc., lead magnet, là je passe en MOF, donc middle of funnel. Ils sont pas forcément déjà clients. Et par contre, dans bottom of funnel, ils sont déjà clients. Je veux maximiser l'activation, la rétention et l'upsell. Ok. Donc explique-moi un exemple de qu'est-ce que tu fais en modèle. Souvent, les lead magnets vont les qualifier en termes de nombre de biens et de type de loueur, donc je vais pouvoir adapter mes ads. Donc par exemple, si c'est une conciergerie, je vais pouvoir lui faire une ads plus targetée à une conciergerie que si c'est un loueur en courte durée, et inversement, quoi. S'il a 250 biens en gestion, c'est pas la même chose que s'il vient de démarrer et qu'il a juste un bien, quoi. Donc pareil, tu peux adapter ton discours et tes ads et segmenter pour envoyer vers le bon type de produit de conversion et aussi à appliquer différentes méthodes plus ou moins scalables. Par exemple, le setter il va se concentrer sur des leads qui ont un potentiel de MRR qui est plus important, tu vois, parce que nous on génère des centaines et des centaines de leads par jour, on n'a qu'une personne aujourd'hui qui fait setting, il peut pas appeler tout le monde, donc t'es obligé de segmenter ton truc. Et pareil pour le middle of funnel, on va appliquer un message qui est différent, et l'idée du middle of funnel, c'est de le faire avancer en fait vers la conversion. Donc nous, généralement, mes ads elles sont targetées vers un appel, donc une démo ou un appel stratégique, ou vers un système de conversion, quoi. Ou alors ça va être des trucs un peu plus long format. Si je sais que par exemple ils sont dans un stade, ils viennent juste de télécharger un lead magnet mais ils n'étaient pas dans l'audience avant du tout, donc ils sont quand même encore froids, je vais essayer de les envoyer aussi vers du contenu. Des fois je fais même c'est pas la conversion, c'est directement des vidéos, tu vois, par exemple des case studies ou directement en ads, donc c'est-à-dire surtout sur Facebook et IG, où je vais leur mettre du retargeting, où en gros je mets ça peut être une interview d'un client qui a réussi, ça peut être une étude de cas de 3 clients qui ont, voilà, surtout en social proof, et après envoyer vers des calls ou vers le sign up. Donc, en gros c'est un peu ça aussi que je fais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Globalement en fait j'essaye de le faire avancer dans le funnel en fait, hein, tout au long. Le top c'est pour le faire rentrer, qu'ils me connaissent. Le MOF c'est pour le faire passer à l'action et qui devienne un client le plus rapidement possible. Et le BOF c'est pour rétention et upsell. En BOF je vais avoir du social proof, beaucoup, où en gros je vais même s'ils sont déjà clients pendant un an, ils vont recevoir des pubs de clients qui ont réussi et compagnie, idem que par email, etc., mais même sur les ads. Et je vais essayer d'upsell sur Super Hot Elite. Donc ça je le fais aussi en MOF. J'ai des ads qui envoient sur Super Hot Elite, donc le programme de coaching qui est ici aussi, et en BOF des gens qui sont déjà clients sur l'outil, je vais essayer aussi de les ramener là-dedans pour augmenter la LTV, à moins que ça fasse très longtemps qu'ils soient clients outil, parce que du coup on n'a plus besoin vraiment de les upsell là-dessus. On pourrait, mais bon, ça sert surtout à rentabiliser. Tout ça fait sens. Maintenant j'aimerais bien que tu m'expliques comment tu passes d'une étape à une autre. Il y a un peu de tracking, d'attribution, justement comment tu maîtrises et tu manipules cette data, parce que j'ai l'impression que c'est ça ce qu'on voit pas et qui est ultra important en fait. Ouais, ça t'as plusieurs moyens de le faire. Nous déjà au niveau je vais parler d'attribution en premier et après on pourra parler de tout ce qui est retargeting et compagnie. Le premier truc à faire, c'est si vous avez
si vous dépensez un minimum un peu d'argent sur les ads, si vous c'est quelques dizaines d'euros par jour, c'est pas la peine, ça vous coûtera trop cher. Mais si vous commencez à dépenser un peu d'argent sur les ads, c'est super important, surtout si c'est du multicanal comme on fait, c'est super important de maîtriser votre attribution. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris Hyros, donc hyros.com, qui est un truc qui est d'ailleurs développé par Alex Baker, le formateur dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait plus de formation du coup, vu qu'il il a gagné beaucoup d'argent avec Hyros, mais qui du coup est un outil d'attribution super efficace qui vous permet d'optimiser vos ads sur des datas qui sont au plus justes. En gros, c'est un logiciel qui va se connecter à votre CRM, à tous vos formulaires de lead generation, à votre Calendly, à votre Stripe, à toutes les portes d'entrée et aux campagnes de paid advertising pour feeder les algorithmes. Donc en gros, il va utiliser la data qu'il récolte pour feeder les algorithmes et elle est beaucoup plus juste parce qu'en gros, il va faire un tracking qui est beaucoup plus fin et ça évite les problèmes de double attribution. Par exemple, où tu as Facebook Ads qui va se dire que c'est lui qui a converti la truc alors qu'en fait, si tu fais du last click, ça va être Google ou ça va être ton email marketing ou ça va être ta vidéo YouTube. Ils ont un mode scientifique aussi où ils font une attribution, ils appellent ça scientifique, ça, je pense que c'est plus du copywriting qu'autre chose, mais ils font un calcul en fait de la probabilité que tel ad a été responsable de la conversion. Ils peuvent faire du LTV forecasting aussi, donc en fonction des fois tu peux avoir un super taux de clic et un super CPL, donc un coût par lead, mais en fait in fine les leads convertissent pas et donc tu as une LTV pourrie sur cette campagne. Bref, ça te permet d'adapter en fait ton tracking et de baser ta prise de décision parce qu'en fait les ads c'est un jeu de sélection naturelle où tu vas killer ceux qui sont pas bons et scaler ceux qui marchent de manière précise avec des datas justes pour éviter de faire n'importe quoi. Donc là, premier truc, utilisez Hyros si vous dépensez un peu d'argent. Il y en a d'autres, Wikiport et compagnie, mais je préfère Hyros de loin. Pour être précis, pour les gens qui nous regardent, c'est quoi pour toi le minimum à dépenser pour passer sur ça, pour comprendre un peu? Je crois que ça commence, le paiement, alors je sais plus combien ça coûte aujourd'hui, mais ça dépend aussi du revenu récurrent, mais à mon avis, si tu dépenses pas au moins 100 balles par jour, de toute façon, tu n'as tellement pas de données que c'est pas très grave si t'as pas une attribution là, t'as d'autres problèmes avant de te gérer toute ton attribution. Ouais, mais si tu dépenses plus que ça, parce que le logiciel il coûte quand même un peu cher, nous, ça nous coûte plusieurs milliers d'euros par mois, donc après ça dépend du revenu que tu fais. Ads, 3, 5, 10K minimum mensuel. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça marche. Si tu commences à faire plus de 3K mensuels d'ads, ça vaut le coup parce que de toute façon en plus tu paieras moins cher que nous parce que tu auras sûrement de revenus si tu fais ce niveau d'ads. Donc du coup par contre ça se calcule avec ton revenu. Donc en gros ils ont des tranches, je sais plus, de 0 à 10K, de 10K à 50K, de 5K à 100K, 100K à 200K, etc. Et plus tu fais d'argent, plus tu payes. Parce que plus tu as de valeur sur du produit aussi, donc et plus tu dépenses d'argent, bref. Mais bon, du coup ça vaut le coup si tu dépenses peu d'argent, mais dès que tu dépenses peu d'argent, prends-le parce que tu prends des décisions qui sont éclairées et tu verras vite en plus avec le tracking qu'il met en place qu'avant tu faisais n'importe quoi quand tu prenais tes décisions parce que tu faisais sur des datas qui étaient faussées. Donc ça, premier truc, attribution. Après, pour tout ce qui est retargeting, déjà Hyros feed les bases de Facebook, Google et compagnie. Donc tu peux faire des LLA sur les audiences qu'il a feedées et sur toute la data qu'il te feed. Et après nous on a notre CRM qui est connecté à Facebook Ads et Fresh Sales. On veut que tout soit intégré avec les ticketing et compagnie qui sont sur Freshdesk et bref. C'est pas le meilleur truc de marketing automation du monde, mais ça fait le job et c'est pas trop cher. Après si vous utilisez HubSpot ou ActiveCampaign, des trucs comme ça, vous pouvez faire la même chose. Et du coup l'idée c'est de feeder de segmenter en fait avec des marketing automation les gens en fonction des attributs qu'ils vont avoir dans votre CRM et du coup de créer des audiences personnalisées qui sont en fonction de ces éléments là. Donc là vous pouvez feeder directement par API les algorithmes des plateformes avec les data que vous avez dans votre CRM. Après, vous pouvez faire des segments et compagnie si vous voulez aller encore plus loin, vous allez avoir une data warehouse et tout le truc. Mais bon, bref, à moins que vous dépensiez beaucoup d'argent, vous n'aurez pas le budget. En tout cas, ce ne sera pas intéressant de dépenser tout cet argent, tous ces tools. Donc, au début, juste connecter votre CRM aux bases de données de paid advertising. Et après, il y a tout ce qui est pixel, donc le classique, quoi. Où tu installes ton pixel Facebook, tu installes toutes tes conversions de gen. Tu fais pas du server-side, toi, maintenant? Si, tu peux le faire. Ok. Tu fais avec quoi? Avec Google Tag Manager? Ouais, GTM, ouais. Okay. Et après, il y a aussi tout l'aspect. Par contre, il y a tout l'aspect aussi via ton CRM, parce qu'en fait, quand tu feeds, c'est par API. Hein. Donc, tu as ta donnée email et compagnie où tu vas pouvoir feeder la plateforme, même si la personne a un adblock et compagnie, tu as son email et son téléphone. Donc, son adresse et compagnie. Donc, tu le fais en fait de plusieurs moyens. Et plus la data est précise et plus tu en as, plus l'algorithme va prendre des décisions qui sont éclairées. Mais tu peux faire une configuration server-side avec AddingWing, un truc bien puissant, avec du consentement aussi. Tu vois, c'est juste que jusqu'à quel degré de consentement tu vas aller. Tu vois, c'est toujours pareil, quoi. C'est toi qui as le choix derrière.
par rapport à ce churn négatif, justement, comment tu sais quoi ta méthode pour essayer d'inverser ça? Alors, tu as plusieurs trucs. Le premier, déjà connaître, alors au-delà de la LTV, connaître ton ARPU, donc ton average revenu per user, parce que derrière tu vas pouvoir optimiser les choses en fonction de ça. Deuxième truc, c'est que ton churn, pour qu'il soit négatif, il faut qu'il y ait un moyen d'upgrade qui soit implied dans ton pricing. Donc nous, typiquement, le SaaS, comment il est facturé, en tout cas aujourd'hui, c'est que ça coûte 57 € par mois jusqu'à 3 appartements, et au-delà de 3 appartements, c'est 7 € par appartement supplémentaire. Donc en fait, dès que quelqu'un rajoute un appartement, ça augmente son ARPU, et ça augmente la valeur du client. Et du coup, si tu as plus de gens qui rajoutent des logements que de gens qui partent, et du coup tu as perte de logements dans notre cas, et de users, in fine, ton MRR augmente même si tu n'as pas d'acquisition. Donc c'est ça qui permet en fait, entre guillemets, d'avoir un churn négatif. L'autre aspect aussi, c'est que le nombre de gens que tu as actuellement qui te ramène plus de gens. Nous aujourd'hui, tout user est un affilié en fait. Parce que tout user, on lui crée un espace d'affiliation dans lequel il peut mettre en avant l'outil et être rétribué pour ça. Donc en fait, dès qu'un user devient user, ça aussi c'est un truc d'activation et de rétention, mais on lui parle du programme d'affiliation et du coup il peut en parler à tous ses amis ou en courte durée conciergerie et être rétribué pour ça. Donc tu vois, tout ça, ça permet de balancer le churn qui déjà est pas super élevé chez nous, et du coup d'avoir soit des churns qui sont très faibles, soit même carrément négatifs. Mais une fois que tu as atteint un certain niveau, tu as tout intérêt à vraiment maîtriser ton churn, parce que sinon ton acquisition, tu auras beau dépenser de l'argent, au bout d'un moment ça comble juste ceux qui partent. Donc, et même, alors nous on n'a aucune intention de vendre, mais même au niveau enterprise value, si tu as un SaaS avec un churn qui est à 20%, ça va pas marcher quoi. Ok, écoute Gaëtan, franchement merci beaucoup pour ton temps, c'était trop cool. Je pense qu'il y aura pas mal de gens qui seront intéressés pour récupérer du coup cette map Miro et les petits documents associés. On va vous préparer tout ça en bio, et puis merci beaucoup pour ton temps Gaëtan encore. Je sais pas si tu avais un dernier mot à rajouter. C'était super intéressant aussi pour moi, toujours d'échanger avec toi. J'apprends beaucoup aussi à ton contact, celui de Blondie, Paname et tout, donc je suis content de passer du temps avec vous à chaque fois, et je suis content si ça peut aussi aider de partager mon expérience et de ce que j'ai appris au fil des années auprès d'autres entrepreneurs. Donc voilà, je suis content. Cool. Merci beaucoup Gaëtan, la bise. Merci à toi. Ciao. Bye bye. À plus.